je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, le bilan des européennes, un choc attendu. Et en seconde partie, la dissolution de l'Assemblée nationale, un séisme politique. Au lendemain de cette victoire électorale, Éric Morillo a constitué pour ce Bistro Liberté un plateau d'experts. Je vous demande d'accueillir Jean Messia. Ce haut fonctionnaire est aussi un éditorialiste et polémiste. Il s'est fait connaître en tant que conseiller de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. C'est un habitué de Touche pas à mon poste, CNews et Europe 1. J'appelle Jérémy Marquis, l'homme aux 270 000 abonnés sur TikTok à Bistro. On l'aime bien pour ses phrases choc tirées en rafale. Bienvenue à Franck Kéré, il nous donnera le point de vue du militant politique qu'il est. J'appelle Paul-Marie Couteau. Ce haut fonctionnaire est aussi un essayiste et homme politique. Il a été conseiller de Philippe Séguin et député européen souverainiste par 2 fois. À TV Liberté, il anime l'émission Les Conversations. Un tonnerre d'applaudissements à André Berkoff, c'est un pilier de Sud Radio, mais avant tout un écrivain dont le talent est internationalement reconnu. Avec ses 57 livres à son actif, c'est un des hommes de lettres contemporains les plus prolixes. Assurément, cela promet d'être un très bon Bistro Liberté. Allez, c'est parti! Et j'aimerais aussi que le public s'applaudisse parce que c'est grâce à vous que cette émission connaît ce succès. Alors, chers amis, en guise d'introduction, tout d'abord une petite mise au point parce que je tiens d'abord à féliciter toutes les équipes de TVL pour leur flexibilité puisqu'il était prévu ce soir une émission spéciale sur le Proche-Orient et donc nous avions concocté aussi un plateau qui s'annonçait historique et puis évidemment, actualité oblige, nous avons tout bousculé en quelques heures seulement pour faire une émission spéciale suite évidemment à ce tonnerre qui a eu lieu donc dimanche soir et l'annonce de la dissolution donc de l'Assemblée nationale. Alors donc, pour réunir ce plateau d'experts, il fallait un petit peu aller chercher de tous les côtés. Alors d'abord avec nous, l'un des derniers mohicans du journalisme, André Berkoff, qu'on retrouve tous les jours, toujours sur Sud Radio. Toujours sur Sud Radio. De midi à 14h, c'est ça. 14h, absolument. Merci en toute liberté. Beaucoup. En tout cas, mon cher André, d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette émission. Avec nous également, et c'est une première, on est ravis de l'accueillir, c'est Paul-Marie Couteau. Alors Paul-Marie Couteau, vous connaissez bien cette maison ? Vous y intervenez régulièrement, je crois, m'a-t-on dit. Certes. Voilà. Pour des conversations, simplement. Voilà, pour des conversations. Mais enfin, des conversations avec des gens que vous avez pour beaucoup conseillé, parce que vous avez conseillé quasiment tout le gratin de la Ve République. Avec l'heureux résultat que l'on voit. Voilà, et ce sera donc important d'avoir votre avis. Je précise que vous êtes également directeur de la revue trimestrielle Le Nouveau Conservateur, et puis accessoirement aussi écrivain. Voilà, vous avez raison de le montrer. Avec moi, évidemment. Avec nous également à vos côtés, Jean Messia. Merci Jean d'être encore fidèle à ce rendez-vous. Alors Jean, je ne sais pas comment vous présenter, futur patron de l'Arcom, de Radio France. Je vais mettre un peu le ménage dans les différentes lignes éditoriales. Non, je plaisante. Je suis haut fonctionnaire, économiste, et puis je dirige toujours mon cercle de réflexion Vivre français, que je vais laisser en jachère pour cause de campagne européenne et dont les travaux vont redémarrer là bientôt. Et vous êtes toujours censuré par l'Arcom ou pas ? Il y avait ce temps-là imparti à tout le monde dans lequel vous étiez comptabilisé. C'est-à-dire que pendant 8 mois, l'Arcom considérait que j'étais une personnalité politique d'hiver-droite. Alors vous êtes d'extrême gauche, tout le monde sans aucun fait générateur. C'est-à-dire que je n'ai pas annoncé une candidature à une élection.
Je n'ai pas annoncé avoir pris ma carte dans un parti affilié d'hiver droite et je n'exerce aucun mandat électif d'hiver droite. Donc c'est une décision qui a été à la fois arbitraire et péremptoire, mais dont les conséquences, comme vous le savez, fort opportunément, ont été de me bannir en quelque sorte des plateaux de télévision, puisque les chaînes de télé préfèrent inviter évidemment des gens qui représentent véritablement ce courant que d'inviter quelqu'un qui ne le représente pas, mais qui est pourtant affilié. Donc c'était très bien vu de la part d'Emmanuel Macron, puisque grâce à ce petit stratagème, eh bien, j'ai été censuré, je n'interviens plus à la télévision. Et c'est pour ça d'ailleurs que, censure pour censure, je suis revenu dans l'arène politique pour combattre, comme je l'ai toujours fait, ce système antinational inique qui dirige notre pays depuis maintenant presque un demi-siècle et qu'il s'agit à présent d'abattre de manière urgente pour que nous puissions respirer. Mais en tout cas, vous êtes bienvenus ici. Et puis avec nous, alors il y avait, donc comme d'habitude, on est ravis de le retrouver. Il a fait, on peut dire, un peu ses classes depuis quelques temps dans cette émission. Et puis il cartonne désormais sur les réseaux sociaux puisqu'il est influenceur politique, notamment sur TikTok. C'est Jérémy Marquis. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Ravi de te retrouver. Et puis alors à tes côtés, Jérémy, alors c'est moi qui souhaitais avoir un profil un peu différent ce soir avec nous, puisqu'on s'est dit finalement qu'il était intéressant aussi, ça n'est aucunement péjoratif, de faire intervenir des gens qui travaillent, on va dire, à la base de ces mouvements politiques, en tout cas pour les aider. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encarté, mais qui milite depuis toujours au sein du Front National, devenu Rassemblement National. Il vient d'une petite ville que je connais un petit peu, qui s'appelle Carnac, en Bretagne. Je vous demande encore une fois de l'applaudir pour l'encourager. C'est sa première télé. C'est Franck Quéré. Alors Franck Quéré, est-ce que vous pouvez quand même vous présenter en 2 mots, nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie ? Oui, voilà, donc je m'appelle Franck, je suis courtier en huîtres, je vends des huîtres dans le monde entier, des très bonnes huîtres de Bretagne d'ailleurs. Les meilleures, on peut le dire. Les meilleures du monde, avec des ostréiculteurs qui chaque jour mettent la main à la pâte, qui ont les pieds dans l'eau et qu'on a oublié grâce à cause de toutes ces normes européennes. Et vous êtes, alors, c'est pour ça que c'était intéressant de vous avoir, puisque vous avez d'abord un caractère bien affirmé, parce que je vous connais un peu hors plateau, et vous êtes colleur d'affiches donc, du Rassemblement National. Vous militiez, là vous avez encore une fois récemment... Toute la campagne, vous l'avez faite ? Ça fait 40 ans qu'on fait les campagnes avec 2-3 amis. On est dans l'ombre, on est les besogneux, on est les sans grade, comme dirait Jean-Marie. Mais je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Et sans les affiches, sans les assesseurs, sans les secrétaires, sans tous les gens qui militent, qui prennent sur leur temps précieux, il n'y aurait pas de parti. Oui, puisque vous l'avez dit, vous connaissiez un petit peu Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est important pour vous de le dire d'ailleurs. Je crois que c'est une des raisons. Depuis très longtemps et aujourd'hui, il voit enfin un grand jour après 2002. 2024 est une date qui va entrer dans les annales, n'est-ce pas ? Eh ben, c'est l'occasion de lancer le premier sujet donc, de ce Bistro Liberté, donc consacré évidemment au bilan de ces élections européennes. Le bilan des européennes, un choc attendu ? Quel enseignement tirer des résultats en France et dans les autres pays européens ? Voilà, donc évidemment, alors une actualité particulièrement chargée puisque l'essentiel quasiment ou presque de cette émission va être consacré évidemment à cette dissolution donc, qui arrive dans moins de 3 semaines. Et donc André, là, ce sera intéressant d'avoir un petit peu votre avis également. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un bilan, que vous me disiez un peu tout ce que vous avez pensé au soir donc, de ces élections, donc c'était dimanche, avant-hier. Donc ce résultat d'abord, est-ce que vous y attendiez dans ces proportions, André Berkoff ? Il faut dire une fois, vous savez, ma méfiance vis-à-vis des sondages. Enfin, il faut le dire pour une fois. Vous aviez cru en Trump et vous étiez le seul à l'époque aux États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas un sondage qui donnait Trump gagnant. Non, mais là, c'est vrai que ça fait un mois et demi que les sondages disent la même chose. Hein. Grosso modo, il faut quand même dire que cette fois-ci, les sondages, à un point près, ne se sont absolument pas trompés sur en tout cas, l'avance du Rassemblement National, de façon très claire. Donc, il n'y avait pas de surprise. C'est pour ça que la divine surprise ou la mauvaise surprise pour tel ou tel... Comment vous expliquez ça, d'ailleurs, qu'ils ne se soient pas trompés cette fois-ci ? Ils ne se sont pas trompés parce que le courant, quand même, il suffisait d'interroger, il suffisait de partir un peu partout en France, comme je le fais tous les week-ends, parce que autrement je suis à Sud Radio. Quand on prononce le mot Macron, ça provoque des éruptions. Vraiment. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose. Alors, je ne veux pas généraliser. Attendez, Sarkozy, on le contestait. Hollande, on rigolait. Lui, il y a des gens qui le haïssent.
mais qui le haïssent profondément. Je n'avais jamais vu ça, honnêtement. Ça fait 50 ans que je suis ce monde politique. C'est d'une violence assez extrême. Et je voyais avant-hier, avant les élections, j'en disais, j'étais du côté de Sainte-Maxime, tout ça, vous n'avez pas voté Macron, il y a quelqu'un qui... Et les gens prenaient ça en rigolant, tout ça, enfin... Il y a quelque chose qui s'est passé et qui était là. Et on ne va pas faire l'inventaire. Mais si vous prenez l'inventaire d'un certain nombre de gens qui n'en pouvaient plus, pour des raisons, encore une fois, mauvaises ou bonnes, pouviez-vous dire quand même que ça allait se traduire dans les urnes, même si c'est 53% de présence. Jean Messia, Jean Messia qui connaît assez bien et le Rassemblement national et même Reconquête, puisque c'est un petit peu les deux partis qui font l'actualité là depuis hier. Vous y attendiez à ce score ? D'abord, est-ce que vous attendez aussi à ce que Reconquête arrive à ces 5%, parce que dans la dernière ligne droite, on avait peur. Oui, alors effectivement, les sondages nous avaient quand même, et là je rejoins ce que disait André il y a un instant, les sondages nous avaient quand même préparé le terrain. Il est rare, même s'il y a des surprises, on se rappelle des écologistes en 2019 qui avaient quasiment obtenu un score plus du double de celui qu'ils attendaient, mais ça reste quand même des exceptions qui confirment une règle qui est celle que les sondages sont toujours assez exacts. Donc à partir de là, si vous voulez, Emmanuel Macron, la Macronie, ne peut pas feindre l'évanouissement lorsqu'on découvre que le Rassemblement national fait plus de 30%. C'était attendu, et mon petit doigt me dit que Emmanuel Macron avait même prévu le coup d'après, que l'histoire de la dissolution, il l'avait... évidemment, je veux dire, à partir du moment où il sait que le Rassemblement national fera de toute façon autour de 30 et très certainement au-dessus de 30, vous savez, Emmanuel Macron, on peut lui reprocher beaucoup de choses, sauf d'être bête. Je pense que c'est non seulement quelqu'un de très intelligent, mais c'est un grand Machiavel. Et d'ailleurs, en tout cas... je vois pas de Marie Couteau dubitatif. Machiavel, c'est autre chose. Oui, un Machiavel, mais je m'entends, c'est pas un Machiavel, c'est péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assez malin, qui est un Machiavel peut-être au petit pied au regard de votre référence, mais qui est un Machiavel quand même, et je crois que cette histoire de dissolution, c'est quand même un piège. Mais sur les enseignements de l'élection européenne, il y a quelque chose de très intéressant. D'autant que c'est pas lui, Jean, qui prend ses décisions, il ne faut pas croire. D'accord. On continue. C'est dommage justement parce que la dissolution, finalement, a écrasé les leçons et les enseignements qu'on pouvait tirer des résultats de cette élection. Moi, par exemple, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, c'est le score de la France insoumise. La France insoumise fait presque 10%. La France insoumise n'a fait campagne... Rima Hassan est élu. La France insoumise, effectivement, la France insoumise n'a fait campagne que sur Gaza. C'est-à-dire, elle n'a pas fait campagne sur l'Europe, elle n'a encore moins fait campagne sur la France, elle a fait campagne sur un conflit qui est un conflit étranger, qui dans tout pays normalement... Alors ça dit quoi, ça, selon vous ? Attendez, mais je vais vous dire, normalement, un conflit comme le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui est étranger à la France. C'est un conflit qui doit être géré par le ministère des Affaires étrangères, au même titre que tous les autres conflits, comme l'Ukraine, etc. Or, on voit bien que s'ils ont conduit la bataille électorale sur cette seule thématique, c'est que nous avons en France une tentacule de la Oumma qui pèse plusieurs millions d'électeurs et à qui il faut parler, qui se sentent plus d'allégeance et qui se sentent plus concernés par ce qui se passe à 5000 km de chez nous, par les douleurs et les souffrances qui se passent à 5000 km de chez nous, que par les douleurs et les souffrances franco-françaises. Et ça, la France insoumise l'a parfaitement compris. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a mis Rima Hassan comme candidate, qui n'a parlé que des territoires palestiniens, que de Gaza, que du génocide, etc., et qui arrive à entrer au Parlement. Donc, qu'est-ce que ça vient dire ? Alors qu'un parti comme Reconquête, qui a fait une campagne française et européenne sur la civilisation européenne, sur l'identité française, sur la lutte contre l'islamisation, il n'obtient qu'un peu plus de 5%. Alors vous allez me dire, le RN est à plus de 30%, certes, mais le RN, vous le savez, a édulcoré son discours sur un certain nombre de thématiques. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que ces élections européennes actent en réalité, en grande partie, le grand remplacement. C'est-à-dire que nous avons une force électorale qui pèse près de 10%, qui ne parle plus des problèmes français et qui ne parle qu'à la Oumma pour les problématiques de la Oumma, sans jamais évoquer les sujets qui sont ceux de l'élection à laquelle nous avons affaire. Et donc ça, c'est très inquiétant et je ne l'ai entendu nulle part. Et ça s'est joué à peu de choses pour vous ?
Puisque, en effet, vous étiez sur la liste Reconquête, vous étiez numéro 8. 8, c'est ça. Donc, Ouais. ça s'est joué à 2-3 Voilà. points. Paul-Marie Couteau, les enseignements que vous tirez, vous, de ces élections? Oui, alors, il y en a beaucoup sur ce que vient de dire Jean. Un petit correctif, il faut faire attention à ne pas nous fixer sur les pourcentages de votants. En réalité, la véritable photographie de l'opinion, elle doit être prise en fonction des inscrits. Bien. Pour lire tous les résultats, y compris ceux de la France Insoumise, qui n'est pas à 10%, mais qui est à 5% encore, même pas. Alors, il n'est pas étonnant, et c'est en effet scandaleux, que la France Insoumise ait fait campagne sur une question de politique étrangère, parce que c'est son électorat. Ce qui est devenu une politique interne. Ce qui est grave et condamnable, hautement condamnable, de même qu'est condamnable l'attitude du président de la République, qui lui aussi a fait en grande partie campagne, jusqu'à ces derniers jours, sur une question de politique étrangère, sur la question de la Russie. Dès le début, taper la Russie est son premier mandat. Lui, il n'est certainement pas téléguidé par le Hamas, mais il est téléguidé par l'OTAN. Bon, c'est pas beaucoup mieux à mon avis. Et c'est certainement une donnée à prendre en considération. Il me semble d'ailleurs que, si on parle du président de la République et des 4 partis qui se sont mis ensemble, puisque c'était le nom de la liste pour le soutenir, lire les résultats à l'aune du nombre des inscrits a quelque chose de vertigineux. Il est président de la République, il a d'immenses pouvoirs, il les outrepasse d'ailleurs. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Il est en train de violer la Constitution en ce moment, je vous signale. Parce que, Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Eh oui. Je vais vous dire pourquoi. Je suis constitutionnaliste et je me suis appliqué, avant de dire ce que je viens de vous dire, à faire confirmer la chose par Jean-Marie Cotterêts, que beaucoup de gens connaissent, qui est un constitutionnaliste éminent. Le calendrier ne tient pas. C'est ce matin, simplement, ce mardi matin, 11 juin, qu'a été publié le décret de dissolution, comme tout au journal officiel. Comme tout acte publié au journal officiel, il ne prend effet que le lendemain, pour que tout le monde ait le temps de le lire, c'est-à-dire 24 heures plus tard, c'est-à-dire le 12. Et après le 12, il faut 20 jours, d'après l'article 12 de la Constitution française. Il s'en fout, la Constitution française. Mais enfin, elle existe quand même. Eh bien, ça interdit toute élection avant le 2 juillet. C'est un mardi. Il faudrait donc reporter au 7 pour le premier tour et au 14 pour le deuxième tour. Ce qu'il fait est un coup d'État, et ça peut vicier, ça peut même annuler l'élection qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Incroyable. André Berkoff, une réaction à ça, d'ailleurs? On ne sait pas si on va appliquer la Constitution ou pas, mais on est en train de la violer, une fois de plus. Hier, Paul-Marie Couteau, effectivement, ça a circulé dans les réseaux sociaux, ce que vous dites, par rapport aux 4 semaines. Oui. Et Gérard Haraud, vous savez, l'ancien ambassadeur de France à Washington, a dit « La Constitution est plus forte que la loi ». Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à vérifier, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais la Constitution est plus forte que la loi, c'est pour ça qu'il ne faut pas la violer, c'est le texte fondamental. Oui, mais vous savez très bien que François Asselineau a publié une excellente vidéo recensant les violations de la Constitution par le président de la République, qui en procède pourtant. Oui. Et nous sommes sortis de la Constitution. Voilà. Oui, mais vous savez... On en est déjà sorti en 2005. Oui, mais il fait ça depuis un septennat, Macron, maintenant. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que le viol est devenu une espèce de... André, il n'y a plus de règles. Mais absolument. Et pourquoi il n'y a plus de règles? C'est ça qui est très intéressant. Il a le cynisme de faire, écoutez, ça vous plaît pas? Ça sera comme ça. Manifester, je m'en fous. Alors je poursuis quand même. Il fait cette succession de coups d'État avec un résultat, je maintiens, soutenu par 4 partis coalisés qui ont obtenu, quant au nombre des votants, 3,6 millions. 3,6 millions, alors qu'il y a à peu près 50 millions d'inscrits, plus à peu près 3 à 4 millions de gens qui sont inscrits nulle part, ce qui est d'ailleurs mon cas. Je suis inscrit nulle part. Je ne vote plus. Je ne crois plus aux élections. La France ne s'est pas faite à coup d'élections et tout ça. Bon, je veux bien en parler, c'est amusant, mais c'est pas comme ça qu'on fait l'histoire. Ah, donc vous n'avez pas voté dimanche? Je ne vote plus. Je vote plus depuis le premier tour de 2017. Je suis inscrit nulle part, je vous le répète. Donc, il y a aussi 3 millions ou 4 millions de gens qui sont inscrits nulle part, plus 50 millions d'inscrits. Ça fait à peu près un corps politique de 53 ou 54 millions. 3,6 millions simplement, ça fait 6% des Français qui soutiennent le président de la République. Il est absolument impossible de gouverner dans des conditions... Enfin, c'était déjà le cas à la présidentielle. Pareil, sauf à faire tous les jours un coup d'État. C'est
pour ça que j'ai évoqué cette violation de la Constitution. Donc vous considérez et à qu'elle mon est avis, illégitime, cette élection, c'est ça que vous... Tout pouvoir est illégitime depuis le traité de Lisbonne. Il n'y a pas un seul pouvoir légitime depuis le traité de Lisbonne, qui est une violation flagrante de la Constitution. Mais alors, sur les enseignements de cette élection, de ce scrutin-là... Et donc la France vit dans l'illégitimité totale depuis des années. Et je conclus sur un point assez important, me semble-t-il, c'est pas du tout la dissolution qu'il aurait dû prononcer, parce que c'est facile de dissoudre, et après, nous en parlons dans la seconde partie, il a toutes sortes de jeux entre sa main, notamment avec la complicité, je dis bien la complicité active du Front National, qui est au fond son principal soutien. Contrairement à ce que l'on croit, pardon, cher ami, j'ai beaucoup aimé vos huîtres un jour, mais ça ne m'empêche pas de dire et de penser ce que je dis. Il se trouve que la vraie réponse au vote d'hier, devant cette délégitimation flagrante du président de la République, donc de l'État, donc de l'autorité publique, c'est grave la légitimité. Ça veut dire que tout agent public n'est plus légitime, au fond, parce qu'il représente un État qui lui-même n'est pas légitime. Ça va très très loin, jusqu'au professeur dans sa classe. Donc les racailles ont raison de l'attaquer, alors? Les racailles profitent d'une situation, mon cher Jean, tu le sais parfaitement, d'une situation de délégitimation du pouvoir politique qui s'appelle l'anarchie. Nous entrons en anarchie, avec les violences qui très certainement vont accompagner l'anarchie. Pour conclure, et qui vont venir dans les années qui viennent, et qu'on n'aura pas volé, parce qu'on accepte de jouer un jeu électoral qui est totalement illégitime, c'est encore ce qu'on fait ce soir. On ne devrait pas le faire. Mais enfin, je ne suis pas mécontent d'avoir répondu à votre invitation, donc je vous remercie. On a encore le droit de commenter, nous, l'actualité. Non, pardon. Mais vous êtes légitime ou pas? C'est pas à coup de phrase qu'on devrait régler la question. C'est pas à coup de phrase. Bon, avec nous également. Et alors, pour conclure, Jérémy. la bonne solution, c'était la solution digne, c'était la démission. Il avait le choix entre dissoudre et se démettre, il devait démissionner. Alors, pour la défense de mon président, pardon, mais l'esprit de la Constitution, est-ce que c'était pas, on se souvient de François Mitterrand, de Jacques Chirac, est-ce que c'était pas, finalement, la dissolution n'appelle pas forcément une démission Juridiquement, non, mais moralement... le général de Gaulle n'était pas obligé de démissionner, de se démettre en 1969. Exactement. Mais en fait, pourquoi il l'a fait? Parce qu'un président sent que son pouvoir procède du peuple. Donc si le peuple lui envoie un signal suffisamment fort pour le désavouer, eh bien là, on est dans l'esprit des institutions davantage que dans la lettre. Il y a pire, comme a dit tout à l'heure André, 80% de la population française soit de l'indifférence et du mépris, soit de la haine pour le président de la République. Un pays ne peut pas vivre comme ça. C'est vrai, mais quittons un tout petit peu les sanglots longs des violons de l'automne, qui bercent nos cœurs d'une langueur monotone. On est au printemps. Et alors mais parce que tout ça, c'est très joli, mais tout ça, c'est de la moraline. Non, tout ça, c'est du droit, d'abord, et c'est de l'histoire. Mais Paul-Marie, je vais vous dire pourquoi, mais attendez. Dans l'histoire, un État délégitimé, tôt ou tard, aboutit à la violence civile. Vous me dites, et on se dit, on est là assis, Macron devrait démissionner. Il s'en fout. Et ne me parlez pas de De Gaulle, nous étions dans un autre format, et dans une autre histoire. Je parle pas de De Gaulle. Ne Gaulle. comparez pas les géants et les nains. Non, mais c'est tout. Ouais, c'est sûr que sur la légitimité d'Emmanuel Macron, on va être d'accord, il n'est pas légitime aujourd'hui au regard du Jérémy, sentiment des Français. Ce qui est grave, c'est que la porte est ouverte à la violence. Oui, ce dont j'ai peur dans les années qui viennent, revanche, avec un État à ce point délégitimé, ça c'est de l'histoire. C'est la guerre civile que vous craignez. C'est la violence et c'est la guerre civile. Oui, voilà. Jérémy. C'est sûr que le manque de légitimité peut faire monter encore plus la violence, c'est évident. Après, sur la dissolution de l'Assemblée, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et c'est ce qu'on observe dans les autres démocraties européennes. Moi je l'ai salué. Je suis désolé, mais dans les autres pays européens, quand le parti qui est au pouvoir devient minoritaire ou perd des élections, le Parlement est dissous. Et s'il n'avait pas été dissous en France, on aurait tous été là en disant « Oh là là, mais il ne tient pas compte du vote des Français, c'est un mépris, etc. » Donc on ne peut pas râler quand il est dissous, râler quand il dissout pas. Totalement d'accord. Voilà. Là, il a pris acte de la défaite de son camp. C'est une bonne chose, et on voit que dans les autres pays Beaucoup de gens européens... disent que c'est un billard à 3 bandes. Oui, c'est plus retors que ça n'est sage. Oui, on verra comment ça va. Sur les enseignements, est-ce que je peux avoir mes enseignements sur les enseignements des européennes, moi je ne suis pas surpris par les résultats. On voyait qu'avec l'insécurité qui montait un peu partout en Europe, etc., il y avait un montée des partis de droite. J'observe quand même que
le clivage des pays du nord de l'Europe et des pays Ursula du von sud. der Leyen a parlé de victoire au lendemain, juste. Oui, parce que le PPE a obtenu 180 sièges. Après, je pense pas que ce soit. On parle de construire un rempart contre les extrêmes. Oui, maintenant. parce qu'ils vont essayer de s'allier avec les socialistes, mais comme ils le font déjà depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 40 ans, l'Union européenne est dirigée par les mêmes gens qui sont en espèce de centrisme mou, qui se mettent d'accord à chaque fois pour gouverner ensemble. Mais néanmoins, on observe deux choses. La première, c'est la fracture qu'il y avait jusqu'à maintenant entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Il y avait une Europe du Sud qui votait beaucoup plus facilement pour les partis dits à droite, et une Europe du Nord qui était beaucoup plus, comme l'Allemagne, mais aussi les pays scandinaves, qui étaient beaucoup plus à gauche. Et là, on observe qu'il y a une montée énorme de la droite dans ces pays-là. Que ce soit en Suède, que ce soit en Finlande, et même en Allemagne, où l'AfD... En Autriche. Et en Allemagne, l'AfD, qui prône la remigration, a fait 16%, ce qui est quand même historique en Allemagne, quand on sait la réticence qu'avait la population à voter pour ce genre de parti. Après... Sur le reste des enseignements, je pense qu'on pourrait avoir peut-être un début de majorité, en tout cas au Parlement européen, qui pourrait concurrencer le PPE, si le PPE ne parvient pas à se... Les fédéralistes ont plus de voix aujourd'hui, plus de sièges au Parlement européen qu'ils en avaient dans la dernière législature. Ils ont gagné. L'opposition souverainiste recule. Le PPE a baissé par rapport à 2019. Non. Le PPE a augmenté ses sièges. Le PPE a augmenté. Ils ont et donc 180 alors. Aussi, donc ils ont plus de 400 sièges assurés pour faire ce que leur demande la Commission. Juste un mot là-dessus. Ce qui est intéressant. Juste un mot. Oui, moi, je suis frappé. Comment on peut encore parler du Parlement européen, parce qu'il va avoir à peu près la même majorité, pour une chose très simple. Vous vous rappelez qu'il y a eu un amendement demandant la transparence des contrats signés avec Pfizer, de Madame Ursula. Mais je veux de la transparence. Qui, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ne veut pas la transparence. Sans effet, André. Les 2/3 du Parlement européen ont voté contre la transparence, y compris M. Glucksmann et Mme Hayet. Et il paraît M. Bellamy, mais il a corrigé son vote. Comment voulez-vous avoir confiance dans des gens qui sont incapables de réclamer la transparence ? C'est fini. Après, juste une dernière chose. Sur dernier point, et c'est Franck qui est en sur retard. l'enseignement de ces européennes au niveau français, on a quand même donc le Rassemblement national qui est arrivé en tête dans 93% des communes. Donc, je veux dire, c'est quand même une écrasante majorité. À Paris, 8%. Voilà, et à Paris, 8%. Et pardon, 100% des départements, sauf l'Île-de-France. Sauf l'Île-de-France. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, et là je vais rejoindre Jean Messia, c'est qu'on ne parle pas suffisamment du fait qu'aujourd'hui, les 18-24 ans ont voté à 31% pour la France insoumise. Devant le Rassemblement national. Donc, non, au niveau national. Au niveau national, 31% de 18-24 ans ont voté la France insoumise. C'est le remplacement en marche. C'est le grand remplacement. Et 26% pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la France de demain, c'est ça. La France de demain, c'est le peuple Rassemblement national, un peuple, on va dire, européen de souche, et de l'autre côté, un peuple issu d'une immigration qui va voter beaucoup plus pour la France insoumise, parce que la France insoumise a choisi la voie de la collaboration avec l'islam politique, et qu'ils se sentent représentés par cela. Et donc, en fait, d'ici une dizaine d'années, le centre qui gouverne la France va s'effondrer, et on va avoir simplement la France insoumise qui affronte la droite nationale. Et d'ailleurs, là, c'est intéressant, je me tourne vers Franck, parce que vous, sur le terrain, quand vous affichez les affiches, vous rencontrez, c'est quoi ? C'est les militants de la France insoumise ? Les gens aujourd'hui ont une parole plus libre. Autant il y a 30 ans, ils avaient honte de dire qu'ils votaient pour le Front National. Aujourd'hui, on a des gens qui ouvertement nous disent allez-y, Bardella, Marine, c'est le bon tandem, c'est l'avenir, parce qu'ils ont été délaissés par la gauche et par tous les autres partis auxquels ils croyaient. Ils ont perdu leurs convictions et vous parliez de démission tout à l'heure du président Macron. Pour démissionner, il faut avoir du courage. Ces gens-là n'ont pas de courage puisqu'ils gouvernent via des agences de communication pour endormir tout le monde. Donc à un moment, ça ne se remarque pas, puis à un moment, quand ça se remarque, les gens, dans les urnes, ils parlent. La Bretagne, aujourd'hui, la Bretagne a fait une percée fantastique du RN. C'est tout ce peuple de gauche, là, notamment dans les campagnes et dans la pêche, qui a été délaissé, qu'on a laissé pour compte avec des lois stupides européennes, des filets maillants dérivants, les éoliennes, les Anglais qui peuvent venir pêcher chez nous, alors que nous, on ne peut pas aller dans les eaux territoriales anglaises. Toutes ces normes qui ont été faites par les gens à l'Europe qui font pas la différence entre un maquereau et une bernique. Donc c'est un peu le problème, si vous voulez. Tant qu'on laissera des technocrates gérer la pêche, ça ne pourra pas le faire. Ça ne pourra pas le faire.
Et vous m'aviez dit d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'était important pour vous de citer Jean-Marie Le Pen, parce que vous disiez que vous étiez fier qu'il voit ça de son vivant. Alors moi je suis fier aujourd'hui, oui, parce qu'il a milité toute sa vie. Il est parti à zéro dans les années 70 avec une poignée d'amis, et toute sa vie il a milité. Et aujourd'hui de voir, donc en 2002, ça a été déjà un grand jour, et aujourd'hui il voit sa fille et le nouveau parti et sa petite fille, oui, mais oui aussi, mais qu'aurait dû être les 5% qu'elle a fait auraient dû venir s'ajouter aux voix de M. Bardella, si vous voulez. On considère qu'aujourd'hui... là, je pense que Jean Messia ne va pas être d'accord. Non, mais on considère qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes idées, si vous voulez. Non, mais c'est-à-dire, là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, ce que j'appelle le bloc national ou le camp national représente quasi un peu plus de 40%, ouais, autour de 40% voilà. Des votes. Donc c'est très important. Et pourquoi on a ce résultat historiquement haut pour des élections européennes ? C'est très simple, c'est qu'en réalité, si on doit résumer la politique qui a gouverné la France depuis 45 ans, elle tient en un mot, haine. Oui. C'est la haine de la France qui gouverne la France. La France est gouvernée par la haine de la France. Et donc, si vous déclinez, et c'est très, moi j'ai fait l'exercice, prenez chacune des politiques publiques et lisez-la à travers l'explication de la haine, vous y verrez du sens. Oui. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'on fait suffoquer nos agriculteurs sous des normes environnementales, etc. C'est pour tuer l'agriculture par haine de l'agriculture française. Pareil pour les entreprises, même dans les politiques les plus éloignées de l'identitaire et du souverain, vous trouvez que la haine anti-française est à l'œuvre pour tuer, à travers l'outil considéré, ceux qui le concernent, pour la France. Bon. Et donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il y a le réveil d'un peuple qui en a assez d'être haï et qui, aujourd'hui, exprime sa haine de la France. Tout à fait. Donc, en fait, c'est une déclaration d'amour, mais à travers cette déclaration d'amour, en disant « nous voulons rester ce que nous sommes », nous refusons le système qui gouverne la France, dont Emmanuel Macron est à la fois la forme la plus épurée et le mandataire. Et le mandataire, je dirais, le plus caricatural. C'est pour ça qu'en fait, à travers la figure d'Emmanuel Macron, c'est ce mandataire caricatural, l'explosion de la lave de haine du peuple est à son incandescence, si vous voulez. Et alors, vous parliez tout à l'heure du peuple de souche, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des Français assimilés dont je suis. Et moi, pour fréquenter énormément de Français assimilés de différentes immigrations, pas seulement les immigrations européennes, il y a les immigrations de chrétiens d'Orient, de pieds noirs, de juifs, d'Extrême-Orient. Tous ces gens-là, le vote pour le camp national est encore plus important que dans la France de souche. Pourquoi ? Si je prends mon exemple, c'est parce que ces gens se sentent trahis. Oui, sauf ceux qui vivent dans les territoires où aujourd'hui... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des enclaves étrangères où il y a une assimilation, mais à l'envers. Oui, non, mais je ne parle pas de cela. Voilà, le problème, c'est que c'est une majorité. Je parle des Français qui sont assimilés à la France, du temps où la France avait un creuset français, un creuset républicain assimilationniste, dont j'ai bénéficié, dont beaucoup de Français. Mais le problème, c'est que quand les gens de ma génération et de mon immigration ont vu par la suite arriver des vagues d'immigrés auxquels on n'a rien demandé et auxquels on a tout donné. C'est-à-dire que nous, il y avait une marche de la France qui était là, et nous, on était là, on nous demandait de combler en la gravissant. Alors ça a été des efforts, un abandon quelque part de ce que nous sommes pour se revêtir et embrasser la nouvelle identité, puisqu'on ne nous donnait pas une carte d'identité sans vérifier au préalable que vous aviez l'identité de la carte. Bon, après, dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu cette immigration du regroupement familial, qui ensuite s'est ajoutée avec la démographie à travers la magie du droit du sol. Et en fait, notre immigration envers laquelle la France a été extrêmement exigeante, et à juste titre, finalement, on se sent trahi, parce que les autres immigrés qui sont arrivés après, on leur demande rien, et on leur donne tout. Oui. Allez, on va une petite réaction avant Paul-Marie. Oui, je voudrais corriger un tout petit peu, non pas mettre un bémol par rapport à la haine de la France. Moi, je crois que c'est pas ça, c'est plus grave que ça. C'est pas la haine de la France qu'ils ont, ces élites. C'est le mépris de la France. Ça va de pair, en général. Le mépris de la France. Mais le mépris de la France, pourquoi ? Parce qu'ils sont mondialistes dans leur ADN.
C'est-à-dire qu'ils disent, au fond, aujourd'hui, il y a le monde. Qu'est-ce que vous parlez des frontières? Ça n'existe pas, les frontières. C'est pire, André. Il y a... Non mais attends, il y a la force du marché qui n'est plus invisible, mais qui est visible. La mondialisation heureuse, chantée par Alain Minc, est toujours leur credo. C'est ça qu'il faut voir. Quand M. Yuval Harari, le conseiller de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, dit il y a 20% de gens qui sont intéressants, les 80%, ils ne servent à rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'est plus au siècle de Pol Pot, de Hitler, on ne va pas les éliminer. Non, on n'est pas comme ça. Hein? On n'est plus au siècle du gravier, on est au siècle de la vaseline, 21e siècle. Faites attention, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Donc, on y va avec quoi? Avec le QR code, avec le pass sanitaire, avec ceci, avec cela. On crée les instruments, parce qu'ils disent, mais la France... Mais on voit bien, revenons à Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais en fait, quand on dit, il s'en fout, c'est pas qu'il méprise la France, il s'en fout. C'est pas son problème, la France. Son problème, c'est le monde, c'est de rencontrer M. Schwab, M. Soros, M. Bill Gates, d'embrasser Joe Biden et essayer de le rattraper quand il fait popo, etc., etc. C'est ça. Après, je suis pas totalement d'accord juste sur le fait de la mondialisation, parce que ces gens-là ne veulent pas de frontières, etc., mais par contre estiment que les autres pays ont le droit de conserver leur identité et leur civilisation. C'est ça aussi, c'est le deux poids deux mesures, le problème. C'est-à-dire qu'en effet, la civilisation occidentale doit être vouée à disparaître, à mourir, à être diluée dans un espèce de mondialisme, mais par contre, ils acceptent parfaitement que les autres pays du monde, eux, préservent leur identité, et on l'a vu avec l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, où on nous explique que les Calédoniens doivent garder leurs terres, etc. Ça ne vaut que pour l'homme blanc, en fait, occidental, parce que ces gens sont mondialistes, mais ont d'abord la haine de la civilisation. Mais ce sont les seuls mondialistes aujourd'hui, c'est ça. Paul-Marie. Il y a spécialement... Jérémy, je suis content que le sujet arrive sur le point crucial, celui qui étonnera les historiens lorsqu'ils se pencheront sur la période que nous traversons. Parce qu'il est toujours très difficile d'être le contemporain de sa propre histoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est le fait dominant? Un pays qui se déteste. Alors, détestation, haine, mépris. C'est très bien d'aborder ce sujet parce qu'il est central. Et il ne vaut pas simplement, Jérémy, sur la question de la civilisation, mais surtout sur la question de la nation en général et du modèle des nations, la France. Il faut bien comprendre que la France embête les anglo-saxons, comme disait le général de Gaulle, à cette fois je le cite, depuis longtemps. Ils veulent l'éliminer. Ils ont essayé de l'éliminer d'ailleurs par ce débarquement que M. Macron a tellement célébré, dont de Gaulle disait qu'il était le prélude à une nouvelle occupation du pays. Et on est occupé, d'une autre manière que par les nazis, certes, mais par la tête. Les Américains veulent faire main basse, les Anglais, les Allemands, les Anglo-Saxons, en réalité, sur ce qui reste d'atout maître à la France. Le deuxième domaine maritime du monde. Les dom-toms, ça a commencé, c'est en train de sourdre en Nouvelle-Calédonie. On a rouvert un dossier qui dormait plus ou moins, pas sans but. Il y a encore quelques fleurons industriels, notamment l'aéronautique, qui embêtent les États-Unis, qui les concurrencent. Il y a l'ONU, il y a la francophonie, il y a l'arme nucléaire. Pourquoi faut-il, André et Jean, en effet, que les Français détestent la France? Pour qu'ils ne la défendent pas. Oui, mais alors... Et pour qu'ils ne la défendent pas, il faut l'humilier sans fin. Il faut célébrer d'idées, sans dire, comme aurait dû le dire hier à Tulle et à Radour, le président de la République, une France qui s'est libérée en grande partie par elle-même. Il n'y a pas que la Corse. Hein. Moi, je suis corésien de fraise date, mais j'ai appris, alors que je n'avais appris nulle part, que la Corrèze s'était libérée par elle-même, avant l'arrivée des GI, des fameux GI, soi-disant sauveurs américains. Pourquoi Oradour? Pourquoi Tulle? Pourquoi Das Reich, qui était basé à Montauban, est arrivé avec 15 jours de retard, ce qui a d'ailleurs permis aux anglo-saxons de débarquer, alors que ce n'était pas si réussi que ça, à l'origine. Ça aurait pu, c'était tangent. Parce que les résistants français, parce que les Français que l'on publie pour vichistes, c'est-à-dire partisans de l'Allemagne, il y a même un historien honteux comme Paxton, américain qui n'est pas par hasard, qui a stigmatisé les Français comme étant les complices du nazisme à travers Vichy, racontant n'importe quoi, que Vichy avait imposé l'étoile jaune, ce qu'il n'a jamais fait, c'est des erreurs. Jean-Marc Berlière en a fait litière, notamment à mon émission des Conversations, mais tout le monde le sait. Il faut humilier les Français dans l'esprit des Français pour qu'ils ne se défendent pas et pour que les rapaces anglo-saxons
attrape les derniers atouts du pays. J'aimerais faire voilà réagir ce qui aussi se passe. Franck. Jérémy. Franck, vous avez une particularité, vous êtes aussi un petit peu de nationalité italienne, je crois. Oui, moi, je suis italien par ma mère et breton par mon Et père. en Italie, vous allez, je crois, régulièrement. Régulièrement, oui. J'y suis une bonne partie de l'année. Là, on a vu le rassemblement des droites et des droites extrêmes. Et aujourd'hui, Mélanie, aujourd'hui, le bilan est mitigé. Il y a plus de 50%, oui. Mais en attendant, elle a été réélue haut la main. Enfin, elle va voter pour Mme von der Leyen. Oui, mais à l'Europe, ils vont envoyer... J'appelle pas ça un extrémisme. Ils vont envoyer quand même beaucoup de députés aussi, qui ne voteront pas toujours pour Mme von der Leyen. Mélanie vote pour Mme von der Leyen. Aujourd'hui, oui. Paul-Marie, je voudrais quand même rappeler... Et Marion aussi, sans doute, d'ailleurs. Paul-Marie, je voudrais rappeler à l'historien que vous êtes, quand même, que... Oui, si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Et si les Ruskov n'étaient pas là, nous serions tous en train de parler allemand. Donc, on ne s'est pas libéré soi-même. Il ne faut quand même pas se raconter des Attention, André. Attention. Paul-Marie répond. Rôle majeur de plusieurs pays, la Russie en tête. La Serbie, qui a fixé plusieurs divisions allemandes. Oui. Le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la résistance française. Pourquoi célébrer uniquement les États-Unis? Pourquoi parler sans cesse on est d'accord. Ça, c'est de la propagande. Déjà en 1917, les Américains qui n'avaient pas tiré une balle avant 1918 se sont inventés les sauveurs, le sauveur américain. Ils n'avaient pas tiré une balle avant mars 1918. Mais nous sommes d'accord. Déjà, Berlin était 44. Est-ce qu'au Parlement, ça va changer quelque chose, ces élections qui se sont déroulées? Non, mais attendez, je reste sur le point que soulève André. Je suis absolument désolé. Évidemment, il y a une contribution des États-Unis, qui ont attendu d'ailleurs autant qu'ils ont pu que l'Europe se dissolve. Et de la Russie, je veux dire que la France ne se serait pas libérée elle-même. Ni sans la Russie. Eh ben voilà, mais c'est ce que je viens de dire. On est d'accord sur le déséquilibre qu'il peut avoir entre même les Russes et les a joué sa Américains partie. et sur l'humiliation française. Mais par contre, quand vous dites les Anglo-Saxons, je suis désolé, c'est pas les Anglo-Saxons, c'est pas le peuple américain, c'est pas le peuple britannique, ce sont les élites qui sont à la tête de ces pays, qui ont cette conception-là. Moi, je ne mettrai pas sur le dos du citoyen américain lambda qui n'a strictement rien contre la France ni contre l'Europe. Je suis désolé. Enfin, il vote quand même, le citoyen lambda américain. Ça, c'est pas vrai, mon cher. Désolé, J'ai vécu aux États-Unis pendant... Mais j'y suis allé aussi, il n'y a pas une détestation vous y êtes allé, de l'Europe. c'est très bien. J'y ai vécu Mais pendant 2 ans. Ce sont les élites qui dirigent ces pays et qui sont les mêmes. Les États-Unis aiment la France touristique. Ils aiment peut-être les États-Unis avant les autres, c'est tout. Oui, mais voilà. Dès qu'on parle politique, la haine de la France affleure tout de suite à fleur de peau. Et je vous promets, Oui, c'est vrai, ouais. je vous promets moi, je suis pas que d'accord. pour les États-Unis, pour les Américains, Surtout même les depuis 2003. Américains moyens, comment? Surtout depuis 2003. Surtout depuis 2003. Et les enfants, vous surtout De Gaulle. chosifiez, vous reprochez aux autres de vous chosifier, vous reprochez aux autres, aux djihadistes et je ne sais pas quoi, aux musulmans qui parlent mal de la France, de vous chosifier, et vous faites la même chose. Vous êtes des ayatollahs de l'anti-américanisme. Non, c'est pas pas du le tout. problème. Mais si. Mais pas du tout. Mais si. Il faut pas confondre le peuple et ses dirigeants. André, non, attends, juste un instant. Les États-Unis, le général, en fait, c'est la craigne. Ce qui résume le mieux ce que nous sommes en train de dire, c'est une phrase du général de Gaulle. Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc croire que les Américains envoient des troupes pour nous libérer juste par philanthropie et par abnégation sacrificielle. Mais personne n'a dit ça. On regarde en 44, c'est bien qu'ils aient été là, cher ami. C'est tout. Et je vais te dire même quelque chose qui va te surprendre. Une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont intervenus en 1944, c'est pour évacuer toute la surproduction qui avait été faite dans les années 20, dans les années 30. Ils cherchaient des nouveaux débouchés pour leurs produits. D'ailleurs, ça n'a passablement réussi, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale qui a permis aux États-Unis de sortir de la crise de 29. Alors, Staline, quand il a fait le pacte avec Hitler en 39 et 41, on pourrait dire que Staline, ce salaud, a fait un pacte avec Hitler. Non, mais heureusement que les 25 millions étaient là à Stalingrad pour arrêter Hitler. Contrairement à ce que tu crois, André, faut arrêter des choses. La question n'est pas morale, elle est politique. Elle est politique, voilà, c'est ça, elle n'est exactement. pas Elle n'est morale. pas morale. Ça n'a rien à voir. Mais il ne faut pas chosifier, il ne faut pas... Et c'est vrai. Non, mais là où Paul-Marie Couteau a raison, c'est qu'effectivement, les Anglo-Saxons ont un espèce de magistère et de domination mondiale et ils n'acceptent pas effectivement des contre-pouvoirs, et notamment dans d'autres pays. Et la France a très longtemps été le caillou dans la chaussure des États-Unis. On se souvient dans les années 60. Il y a longtemps. Ça se voyait beaucoup plus du temps du général de Gaulle. Quand vous pensez, et vous savez, l'Amérique contre de Gaulle, tu as dû lire ce livre. Oui, c'est ça, c'est toute la déclassification des archives de la CIA des années 60, qui montrait à quel point les États-Unis manipulaient les élites, y compris d'ailleurs le mouvement de mai 68,
qui expliquait aux Américains dans des rencontres secrètes en leur disant de toute façon le vieux schnock va se barrer un jour, quand on sera aux commandes, on reprendra nos affaires et on fera alliance avec vous. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que je peux livrer un témoignage? Paul-Marie, et après, on enchaîne avec le second débat. J'aurais pas la réponse à ma question de fond. Non, ça c'est du vécu, mais je suis content, parce que finalement on est beaucoup plus sur la question là que si on faisait du commentaire d'actualité. Un témoignage, un secrétaire général adjoint de l'ONU qui s'appelle Jonathan Reed, que j'ai beaucoup côtoyé à l'époque où je le disais, je vivais à New York. Pourquoi? Parce que je faisais les discours du secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali, que mon ami Jean a dû connaître, puisqu'il était d'origine égyptienne, mais en fait, il était plus français que les Français, et c'est pour ça qu'il a agacé les États-Unis. C'est ça, comme toi. Exactement. C'est pas, je crois revoir Boutros. Il a agacé les États-Unis. D'ailleurs, c'est le seul secrétaire général qui n'a jamais été reconduit, parce que les États-Unis ont mis un droit de veto. Illégal, d'ailleurs. Ce Reed m'a dit, ne vous leurrez pas. Ici, à l'ONU, notre principal adversaire, c'est pas la Chine. On s'entendra toujours avec la Chine. C'est pas la Russie. Nous étions en 93-94, la Russie était sous contrôle, under control, comme on dit en anglais, du temps d'Elstine. Notre principal adversaire à l'ONU, c'est vous, les Français. C'est ce que m'a dit le secrétaire général adjoint des États-Unis. Il le dirait encore aujourd'hui. Les États-Unis sont férocement jaloux de ce qui reste d'atouts politiques, diplomatiques, culturels, économiques, avec l'aplaventrisme que nous pratiquons, il serait bien en peine de dire ça. Hein. Voilà. Bravo. Et merci à Jean d'avoir conforté mon raisonnement. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est très bien. Est-ce qu'on peut dire en tout cas que l'Europe est passée à droite, vous diriez ça? Oui, l'Europe est incontestablement passée à droite. Si le PPE est à droite, des peuples européens qui se rendent compte aujourd'hui de la folie qui est en train de les mener au désastre identitaire, culturel, civilisationnel et sécuritaire. Hein, je veux dire, les agressions qu'il y a eu. Par exemple, j'ai appris tout à l'heure que le village de Crépol, où il y a eu ce drame du jeune qui s'est fait massacrer par des banlieusards, 45% de Rassemblement National. En Bretagne, il y a 40% où il n'y a rien eu, parce que les gens ont été parce qu'ils ont pas envie de voir. Nantes et compagnie, c'est pas la Bretagne. Parce qu'ils ont pas envie de le vivre. C'est un petit Marseille. Mais c'est ça. Il y a ceux qui l'ont vécu qui votent 45% et ceux qui n'ont pas envie de le vivre qui votent 45%. C'est ça, voilà. Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une majorité d'Européens qui se rendent compte qu'il y a une incompatibilité structurelle entre notre mode de vie, nos valeurs, notre civilisation et cette immigration qu'on importe en masse et qui donc de fait ne peut pas s'assimiler, et que si on veut conserver nos traditions et nos valeurs, il va falloir stopper ça à un moment donné et reprendre le contrôle. Parce qu'il y en a beaucoup, et j'ai entendu notamment Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, qui me disait lors d'une émission, en 2014, en 2019, le Rassemblement national était aussi arrivé en tête et rien ne s'était passé. Oui, donc au final, pourquoi ça se passerait maintenant ? Parce que les autres pays européens réagissent aussi. En 2014, en 2019, il n'y avait pas cette réaction des autres pays européens. Il faut voir que pour qu'il y ait un changement réel de politique, il faut que l'ensemble des 27 pays européens aillent dans une même direction. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Donc on peut espérer aujourd'hui, en regardant cela, qu'il y ait un changement. Jérémy, il faut modifier les traités à 27, c'est absolument impossible. Alors on a déjà rajouté des choses dans les traités. Le problème, c'est que... Attends, juste, je te laisse la parole après. Mais le problème, si vous voulez, c'est que toute transition paradigmatique ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on est passé du monde étatiste, gaullien, etc., interventionniste, à un monde néolibéral, etc., les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Il y a eu d'abord une conquête par les universités, par les prix Nobel, par les médias. Il y a toute une préparation. Et donc la transition entre deux paradigmes peut être très longue. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous vivons depuis maintenant, on va dire 2016, même un peu, peut-être même avant, avec le Brexit, l'élection de Donald Trump, qui sont quand même des séismes dans le monde néolibéral, mondialiste, etc., qui n'en avait pas connu jusqu'alors. Eh bien, c'est ouverte une parenthèse qui a vu d'ailleurs Salvini, Bolsonaro, etc. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, une transition qui a commencé, qui arrive aussi en France et qui évidemment prend un peu de temps. Donc il ne faut pas balayer d'un revers de la main en disant oui, il y a des choses qui arrivent mais qui n'ont pas de conséquences immédiates parce que ce n'est pas une génération spontanée, c'est un construit. Et donc il faut que ça arrive petit à petit. Allez André. Et juste un dernier mot sur effectivement l'identité, la question identitaire, elle est au cœur en fait des débats, et je vais vous dire quelque chose.
beaucoup reprochent en disant « mais vous êtes obsédés par l'identité, vous êtes obsédés par l'immigration, vous êtes obsédés par l'islam, vous êtes obsédés par l'insécurité ». D'abord, nous n'avons jamais commencé à parler d'islam avant que l'islam ne fasse parler de lui. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose... Ça fait quelques siècles. Non mais là, à ce point-là, en France, au cœur de la France, non, ça fait quelques décennies, au mieux. Et donc moi je considère, si vous voulez, que la question existentielle et civilisationnelle, effectivement, tant qu'elle n'est pas traitée et tant qu'elle n'est pas, prise à bras le corps, eh bien, toutes les autres questions qui émergent sont au mieux des erreurs, au pire des diversions. Voilà. Juste un mot. Allez, le mot de la fin d'André, on passe au second débat sur la dissolution. Justement. Avant-hier, c'était la fin du contrat qui liait depuis 50 ans l'Amérique et l'Arabie Saoudite sur le monopole du dollar. Je vais vous donner la réponse à votre question. C'est les BRICS, c'est le fait qu'il y a depuis un an et demi, la Chine achète son pétrole en yuan. Ça répond à les 3/4 de votre question. Et deuxièmement et surtout, l'histoire de l'identité, on est totalement d'accord, l'histoire de l'identité, la civilisation, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, ça a été très intéressant, c'est que la différence entre Zemmour et cette campagne depuis 3 ans. Zemmour, il a fait le mauvais boulot pour Marine Le Pen. On est d'accord. Ouais. Zemmour a ramené l'église au milieu du village, mais comme Marine Le Pen avait besoin de montrer qu'on était propre sur nous et qu'on savait manger et qu'on ne mangeait pas avec les doigts, Zemmour lui a amené 90 députés et de là 200 députés. Pour rétablir la question civilisationnelle, il faut que les Français et les Européens se rendent compte qu'il y a une civilisation. Ça fait 40 ans qu'on leur dit que leur civilisation, en gros, c'est de la merde, que ça n'existe pas. Donc si on veut remettre la question identitaire, civilisationnelle et qu'on se rende compte que oui, nous faisons partie d'une civilisation, oui, on a un mode de vie et des valeurs auxquelles on tient, eh bien, il faut se rendre compte qu'elles existent et qu'on les défende. Si vous voulez, le problème, par exemple, vous avez raison, mais juste un dernier mot. Rappelez-vous, pendant l'élection présidentielle de 2022, lorsque justement Éric Zemmour a voulu mettre la question identitaire et civilisationnelle au cœur de la campagne, ce qu'il a passablement, partiellement en tout cas, réussi à faire, qu'est-ce qu'on a parlé ? Même le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit mais les Français ne sont pas du tout concernés par l'identité ou par l'immigration ou par l'insécurité, ce n'est pas leur première priorité. Leur première priorité, c'est le pouvoir d'achat. Et tout le monde a bastonné et a matraqué sur le pouvoir d'achat. Résultat des courses, au lendemain de l'élection présidentielle, plus personne ne parlait du pouvoir d'achat, ce qui permet a posteriori de dire quoi ? De dire que le pouvoir d'achat a permis l'achat du pouvoir. Alors Jean, allez, on applaudit. Allez, Franck, le mot de la fin, vraiment. Le mot de la fin. Pour te répondre, Jean, qu'on vote Marine, M. Bardella, Marion Maréchal, Dupont-Aignan ou Philippot, c'est à peu près la même famille quand même. Les gens sont d'accord. Il y a des idées qui divergent. Il y a des zones grises très importantes. Regarde, sans vexer ton intelligence, Jean, tu as trébuché. À peine arrivé à l'Europe, tu étais le 8e sur la liste. Si les gens avaient voté pour une personne en globalité, ce soir, tu serais élu. Donc c'est pas si sûr. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est aujourd'hui la divergence et les calculs politiciennes mettent tout à mal. Et c'est ce que veut faire aujourd'hui M. Macron. Pourquoi la droite n'est pas unie, mon cher ? J'aimerais qu'on en parle dans la deuxième partie. Ce sera l'occasion d'en parler. Nous, à la base, les militants de base comme on était à la base mais je parle de l'état-major du RN qui n'en veut pas. Ah oui, ça c'est un autre débat. Après, c'est l'histoire politicienne, c'est la politique politicienne. Mais si tout le monde se réunissait comme ils ont fait en Italie, même avec des divergences, on arriverait à un point positif. C'est ce que Reconquête appelle de ses voeux depuis déjà 2 ans. Oui, mais Reconquête, aujourd'hui, ils sont à 5 quand le RN est à 33. Mais justement, donc pour le RN, il n'y a aucun risque à faire une alliance. Pourquoi ils refusent ? En termes d'image, c'est en train de se faire. C'est pas ce qui va se passer. Jean, la campagne était aussi agressive du côté Zemmour contre M. Bardella. Alors que ce sont les mêmes idées. C'est normal de se discriminer. Messieurs. On termine avec quelqu'un que j'aimerais qu'on applaudisse bien fort puisqu'il est dans l'ombre. C'est Ignace, notre dessinateur, notre caricaturiste en ligne. Allez, il nous a gratifié de 2 dessins. Si demain, l'Amérique de Biden nous défend, c'est pas gagné. On voit le Marcel avec son béret, je suppose. Et enfin, Berkoff, dans tous ses états, passe autant que toi, mon coco. Et on devine que c'est Macron, je suppose. Voilà, merci Ignace. On se retrouve dans un instant pour le second débat. Et cette fois, on va parler de cette dissolution. À tout de suite. La dissolution de l'Assemblée nationale. Un séisme politique ? Quelle suite pour le quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Voilà, donc, ça y est, nous y sommes. On va évidemment mettre à profit, si vous le voulez bien, cette émission pour analyser ensemble, donc à présent, la surprise historique offerte donc dimanche soir par Emmanuel Macron, donc d'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors d'abord, la question, elle est toute simple, je vous la pose à chacun de vous. Est-ce que vous pensez qu'on vit véritablement un moment historique, un moment clé de la vie politique en France ? Un moment clé de la vie politique en France ? Non. Pas plus que ça. Ah, pas plus que ça. C'est vrai ? Non. Je veux dire pourquoi. Moi, j'étais dans un taxi dimanche dernier. J'ai halluciné devant je rends mon téléphone. Un hommage appuyé à Emmanuel Macron, qui a enfin pris une décision intéressante, la première de son septennat. Quinquennat. C'est-à-dire, non mais j'ai quinquennat plus 2 ans. Parce que vous pensez qu'il est fini, là ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron a un art formidable. Vous savez, en 2017, depuis je suis absolument tricard à France Inter ou je ne sais pas, au service public. Ah bah profitez-en, c'est le futur président, j'ai dit. Oui, c'est vrai. Mais lui, il va me réintégrer. Non, mais ce que j'avais dit en 2017, vous m'avez demandé, comme à tout le monde, que pensez-vous d'Emmanuel Macron ? J'ai dit, c'est un Pokémon transgenre. Et il va agir en Pokémon transgenre. C'est-à-dire qu'il est fabuleux. C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est pas inquiétant. C'est-à-dire que quand tu connais la mécanique, il fait une mécanique formidable qui consiste à dire, et là il est très fort, et hommage à lui, il aurait pu effectivement, Paul-Marie Couteau, il aurait pu démissionner, mais c'est pas De Gaulle. Il aurait pu dire aussi, c'est vrai, il a dit, mais moi, j'aurais sur mon compte à soi. Oui, il aurait pu dans la Moi, il aurait dû attendez, moi je suis président pour 3 ans. Faites ce que vous voulez. Non mais, je dis, il aurait pu. Je ne dis pas que ça n'aurait rien changé à la situation, parce que les Français ont accepté en 7 ans beaucoup de choses. Vous saluez sa décision ? Je salue, il rend la parole aux Français. Et que les Français prennent leurs responsabilités. On dit toujours la même chose, qu'ils prennent leurs responsabilités, et la semaine prochaine, ou dans 3 semaines, ou dans 1 mois, qu'ils votent. Abstention, piège à con. Voilà, c'est tout. Ah, ça, c'est pour Paul-Marie, alors, c'est pour Paul-Marie, vous dites ça ? Le problème... Non, pas pour Paul-Marie. Je ne m'abstiens pas, je ne suis pas inscrit. Il n'est pas inscrit. Mais du coup, par rapport à ce que vous disiez, vous dites, du coup, ça ne change rien à la vie politique française. Or, ça va être le résultat de ces législatives qui va définir si oui ou non c'est un séisme politique. Parce que si le Rassemblement Vous pensez que Jordan Bardella, dans 1 mois, il est Premier ministre ou pas ? C'est probable. Qui le croit ici ? Qui le croit, raisonnablement ? Est-ce que André Verkoff ? Non ? Bah déjà, vous ne répondez pas non. Il y a un sondage. Jean Messia, non ? Enfin, vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Paul-Marie ? Je voudrais m'expliquer, mais ça viendra. Bon, je vais développer. Et Franck ? Ah, moi je pense que oui, de toute manière. Mais il n'y en a pas un là qui ose mettre. Moi je dis oui. C'est Coronès sur la table en disant allez, je prends un pari. Je prends le pari. Allez, pour vous. Moi, je pari, pour moi, il est élu. Mais les gens envoyaient un signal fort hier. Nommé, oui. Il sera nommé, mais. Attendez. Pour répondre à la question. Envoyaient un signal fort hier. Vas-y. Si je puis me permettre, moi je pense que, qu'on le veuille ou non, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est pour moi une dissolution de convenance. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Pourquoi ? Parce que, en fait, les présidents de la République sous la Ve République ont dissous l'Assemblée nationale quand ils étaient élus du temps où il y a le septennat et le quinquennat. Et donc, ils étaient élus, forcément, ils dissolvaient l'Assemblée pour se donner une majorité et constituer un gouvernement. Donc ça, à chaque fois, les présidents ont gagné, si vous voulez, les élections législatives qui suivaient une élection présidentielle, ou en cas de grandes crises politiques. Ça a été le cas en 68, et d'ailleurs, ça a aussi conforté le gouvernement de l'époque et le général de Gaulle. Maintenant, lorsque vous avez une dissolution de convenance, ça foire. 97, par exemple, c'était une dissolution de convenance. Ça a foiré. Bon. Et là, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait été nécessairement obligé de dissoudre. Alors, j'y viens. Pourquoi ? En fait, il faut remonter l'analyse du pourquoi de ce résultat. Pourquoi les gens ont voté à près de 40% pour le bloc national ? C'est pour une seule et unique raison. C'est bien, il répond à ma question du premier débat dans le second. C'est l'immigration. Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'immigration. 40%, c'est 20% des Français. L'immigration, l'identité, l'insécurité. Voilà pourquoi. Et donc, comment on peut répondre ? Pas seulement, dit André. Comment on peut répondre fondamentalement et majoritairement ? Comment peut-on répondre à cette problématique, à ce message envoyé sur cette question-là
par les Français qui se sont exprimés, il y avait une autre solution. Faire, par exemple, un référendum sur l'immigration. Auquel cas, il aurait redonné la parole au peuple, mais sans pour autant dissoudre l'Assemblée nationale. S'il a dissous l'Assemblée nationale, c'est encore une fois pour des raisons de calcul politique. On dit que c'est pour prouver peut-être que le RN n'est pas crédible avec en le parti vote de majoritaire, ça va pas être... Vous savez, le Rassemblement national, la seule fois où il a réussi à caser 89 députés dans un scrutin majoritaire, il a fallu attendre 50 ans. Excusez du peu. Bon. Donc ça veut dire que c'est pas si évident d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale dans un scrutin qui est majoritaire et le résultat de l'Europe à deux tours. Et le résultat de l'élection européenne, c'est pas sûr. Il n'est pas sûr que le résultat de l'élection européenne soit réitéré pour l'élection législative. Donc ça, c'est le premier verrou. D'ailleurs, attendez, j'aimerais... Je parle d'une majorité absolue. Justement, il y a plusieurs sondages et le deuxième verrou, je termine, j'en ai pour une seconde, et le deuxième verrou mis par Emmanuel Macron, c'est qu'à supposer qu'il y ait une majorité qui permette la constitution d'un gouvernement de cohabitation, ça sera l'épreuve du feu pour le jeune Jordan, qui, rappelons-le, n'a ni d'expérience de gouvernement, ni une expérience administrative. Alors vous allez me dire, il n'est pas seul. Vous en pensez quoi, Jordan Il n'est pas Bardella seul, mais... Monsieur Macron ne l'avait pas non plus quand il a été élu. Ah excusez, si. Il a été ministre, mais pas longtemps. Donc il a été ministre, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a été inspecteur général des finances. Alors, oui, mais c'est à double tranchant. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, je termine, vous allez me dire, la compétence ne fait pas le résultat. Vous avez raison, nous avons eu des gens extrêmement intelligents, extrêmement diplômés, extrêmement expérimentés, qui nous ont conduits dans le mur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en conclure que les gens qui doivent nécessairement être sans expérience, sans connaissance et sans diplôme. En fait, l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir la compétence et le savoir et le logiciel national. C'est ça que les Français attendent. Parce que les Français ont horreur des sachants. Mais ils ne se voient pas confier le pouvoir à autre chose qu'à des sachants, fût-ce pour les détester le lendemain. Donc il faut leur proposer des sachants qui soient nationaux. Alors je vous réponds, Éric Marie, je vous réponds. Est-ce que c'est une date importante? Non, pour deux raisons. Pour moi. Pas un moment historique, là, on ne vit pas un moment historique politiquement. Écoutez, je crois que c'est une marche de plus que la France descend vers le chaos. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il n'y a pas eu de... Il joue le chaos, vous pensez, le président, là? Oui, parce que ces mandataires jouent le chaos en France. C'est qui ces mandataires? Les oligarchies internationales, ça existe, vous savez. Il n'est pas arrivé là par hasard. Fillon n'a pas eu des histoires par hasard. Madame Merkel a été nommée. Monsieur Tony Blair a été nommé... vous avez conseillé, je crois, en plus. Fillon, j'ai été très proche de lui du temps où j'étais la plume de Philippe Séguin après avoir été celle de Boutros-Ghali, puisque j'ai fini par connaître à peu près tout le monde. Mais écoutez-moi, j'essaie de faire court, mais j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, pas de raz-de-marée du RN, c'est faux. Marine Le Pen a eu 8,5 millions de voix au premier tour de la présidentielle, 13,5 millions au deuxième tour. Bardella a fait 7,5, donc il n'a pas retrouvé toutes les voix de Marine Le Pen. Pas un raz-de-marée, j'aimerais qu'on va mettre en illustration un sondage enfin, là je parle d'un sondage. Attendez. Suite à justement ces élections européennes, ce serait peut-être un raz-de-marée là, aux législatives. Ça fait 32%. Ça peut aller jusqu'à 305 sièges, d'après le sondage de Parisien qu'on va mettre en illustration. Bah non, mais là, Paul-Marie, c'est factuel quand même. Enfin, mais attendez, peu importe, si vous voulez. Ça fait... Je répète, c'est 32% de Bardella, ça fait 16% des Français. Ça ne s'appelle pas un raz-de-marée. Mais ça vaut pour tout le monde, quoi. Deuxièmement, mais non, ça vaut pas. Oui, bien sûr, ça vaut pour tout le monde, mais ça a des conséquences. Je cherche toujours la légitimité. Un pouvoir, c'est une légitimité, sinon c'est rien. C'est un jouet aux mains des puissances étrangères. Je répète, je suis d'abord diplomate, et la géopolitique est ma déformation. Je ne considère pas la politique jamais en dehors de considérations géopolitiques. C'est la politique extérieure. Ce sont des agents étrangers qui sont responsables de cette dissolution, d'après vous. Je pense que si Macron avait voulu démissionner, il ne l'aurait pas pu, ses mandataires l'en auraient empêché. Bon, parce que, encore une fois, la dissolution fait partie d'un plan général de dissolution, non pas de l'Assemblée, mais de la France. Et la raison, d'ailleurs, la plus éloquente, on peut dire, c'est que quoi qu'il arrive, Macron va rester maître du jeu, quoi qu'il arrive. Ah oui. Et maître d'un jeu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme me dit Jean, et maître d'un jeu dont le but est de dissoudre encore la légitimité, la souveraineté, donc l'autorité de l'État. Un point important qui, à mon avis, devrait entrer dans les Pardon, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre si Jordan Bardella, à force des choses, était nommé Premier ministre, serait pu mettre du jeu totalement. Vous ne comprendrez pas ce que je dis, ça c'est sûr. Ouais. Bon. On peut prendre les choses différemment.
le Front National ou le Rassemblement National a aujourd'hui le choix entre deux stratégies pour déjouer le piège de Macron, parce que cette dissolution est pour moi un piège. Soit le Front National, le Rassemblement National, fait ce que j'ai conseillé à Marine, j'ai jamais été membre du RN ou du FN, mais j'ai été proche de Marine Le Pen, j'ai même été son porte-parole en 2012. Donc je connais le personnage. J'avais voulu faire une alliance entre les droites, dont elle n'a voulu à aucun prix. Si elle se résolvait... Qu'elle ne voudra pas encore, vous pensez ? C'est dans son ADN, hélas. Je la connais trop bien. Si le Rassemblement National fait ce que j'ai conseillé à l'un de ses conseillers ce matin même à 10h15, l'un de ses plus proches, c'est-à-dire faire campagne, non pas simplement au nom du RN, mais d'un gouvernement de salut public, tripartite, au sens composé de 3 tiers à peu près égaux. Quoi. Non, attendez. De personnalités de la société civile, de personnalités politiques non RN. Ça peut être Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'il devait être son Premier ministre en 2017. Ça peut être Philippe de Villiers, ça peut être Jean-Frédéric Poisson, qui, à mon avis, ne serait pas opposé. Je crois que je peux le dire. Et d'autres. Et le 3e tiers avec des dirigeants du RN. De toute façon, elle n'aura pas un grand vivier de ministrables, de gens qui savent diriger l'État à sa disposition. Si elle fait ça, et si elle fait campagne sur un gouvernement de salut public, elle déjoue le piège de Macron. Là, à mon avis, ce rassemblement national autour d'un gouvernement de salut public, là, pour le coup, j'irai m'inscrire quelque part parce que je voterai pour. 3 tiers. Bon. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a une chance de redresser quelque chose dans ce pays. In extremis, comme toujours. Il y a une autre solution. André a l'air dubitatif. Non, mais j'écoute. Mais non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Hein? Et là, elle ne le fera pas, je la connais trop bien. L'autre solution, c'est on vise le gros groupe, 89 élus pour l'instant, on double, on arrive à 190, à 200, 210, bien gravatés, bien propres, qui ne changeront rien, mais qui seront une étape vers, parce qu'ils regardent toujours au Front National, au Rassemblement National, l'étape suivante, vers l'élection présidentielle à laquelle elle se présentera. Donc, elle voudra, à mon avis, la seconde solution, qui est la mauvaise, au nom du refus de l'union des droites, expliquant qu'elle est ni à droite ni à gauche, puisqu'en réalité... Vous pensez que le succès de Jordan Bardella peut un petit peu l'empêcher pour la présidentielle ? Au contraire, si elle ne fait pas ce que je suggère qu'elle fasse, c'est-à-dire ce gouvernement de salut public à 3 tiers, si vous voulez, de très large ouverture, elle va certainement multiplier par 2 le groupe RN à l'Assemblée, qui jusqu'à présent n'a servi à rien, qui a même avalisé le droit de tuer les enfants inscrit dans la Constitution. Bon, c'est incroyable. Ils ont même accepté ça. Ils ne s'opposent à rien au Rassemblement National, à rien. Sur l'Europe, à rien. Sur la loi immigration, ça a servi à rien. L'aide juridictionnelle, le Conseil d'État. Ils ne s'opposent à rien du tout. Comment vous expliquez ça ? C'est le meilleur ciment. Parce que c'est leur intérêt de grossir et d'avoir des sièges, des bagnoles, de la publicité, des télévisions, etc., etc. Ils ne veulent pas gouverner, tout simplement. Marine Le Pen ne veut pas gouverner. Nous sommes tous... Pourtant, vous êtes tous... pas de dire qu'elle veut le pouvoir. Non, mais évidemment, quand on fait la politique... Ça fait 20 ans qu'on dit ça, mais c'est pas vrai. Et ça, c'était exactement dans son ADN. C'était Jean-Marie Le Pen, ça. Mais non. Jean-Marie Le Pen a essayé de nouer... Non, je connais bien Jean-Marie Le Pen. J'ai fait des conversations, encore 4 conversations avec lui pour TV Liberté. Je pense qu'il a tout fait pour... hélas, il est tombé sur un os qui est Chirac. Mais il a tout fait pour entrer en relation avec, et même de créer, avec Charles Pasqua, que j'ai servi, derrière lequel j'ai été élu député en 99, pour nouer des relations avec ce qu'il y avait de national parmi les gaullistes. Le père a voulu. Hélas, ça n'a pas marché. La fille ne le veut pas. D'abord parce qu'elle n'est pas assez sûre d'elle-même pour diriger quoi que ce soit. Et ensuite, elle veut faire une carrière politique, elle ne veut pas faire une carrière d'homme d'État. Et troisièmement, c'est exactement ce que le système demande. Il demande quoi ? Et évidemment, ça grogne. Le peuple grogne parce qu'on fout son pays en l'air. On fout la France en l'air. Donc les gens ne sont pas contents et ils croient voter pour quelque chose qui va s'y opposer. Eh bien, ceux qui s'y opposent est une sorte d'airbag, comme dit Jean, excellente formule, mais s'opposent faussement. Mais c'est normal. Quand un système hégémonique
domine l'ensemble de l'Europe aujourd'hui. Et les élites de l'ensemble de C'est l'Europe. contradictoire parce qu'en général, on s'oppose faussement pour plaire au plus grand nombre. Attendez. qu'elles Quand semblent un système faire. hégémonique domine l'ensemble de l'Europe, comme les États-Unis et l'OTAN le font en ce moment pour l'Europe de l'Ouest, y compris l'Europe de l'Est, hélas, la Russie en est exclue. Le fait est que la seule chose qui lui reste à faire, c'est de dominer aussi l'opposition, qui est une fausse opposition à la Mélanie, au système dominant. Si bien que tout empire arrive, regardez Rome qui faisait la même chose, à dominer à la fois les élites dominantes et à dominer les fausses oppositions aux élites dominantes. Nous sommes pris dans ce maelstrom et à mon avis, la France est faite comme un rat. Voilà ce que je veux dire. Oui, mais, Alors, allez, Franck, avant, parce qu'il n'y a pas Je beaucoup suis pas parlé. d'accord parce que c'est aussi un piège tendu au RN, si vous voulez, en envoyant Bardella. Et ils pensent l'envoyer dans une impasse, mais il va être conseillé. Il y a des gens qui vont le rejoindre. C'est faux, le pouvoir autour talent, de. hein, Mais pardon. tu connais pas l'état profond. Hein. Non. Moi, j'ai vu des hauts fonctionnaires, je pense que Paul-Marie pourra en témoigner aussi, Oui. des hauts fonctionnaires qui osaient dire à un ministre de l'économie, je te parle, c'était en 2011, il disait à un ministre, monsieur le ministre, vous, dans quelques mois, vous serez plus là, mais nous, on sera encore là. Non, mais d'accord. Oui, d'accord, mais aujourd'hui. Et je pense pas que l'état profond soit RN. Hein. Et ce que vient de dire Non, Éric Zemmour, l'état le sait profond, non, parfaitement. mais Pourquoi Éric aujourd'hui- Zemmour s'est lancé? C'est justement parce qu'il veut desserrer cet état-là. Oui. Hélas, trois fois L'alliance hélas, des droites. c'est raté. Voilà. L'alliance des droites fera entrer d'autres Mais elle n'en personnes. veut pas, Marine. Non, mais à un moment ou un autre, c'est pas qu'elle en veuille ou qu'elle en veuille pas, ça va se faire d'office. Comme ça, c'est fait en Italie. Dans les en urnes. Italie, Salvini n'était pas d'accord non plus. Après, il s'est mis d'accord. Berlusconi a dit c'est pas au choix si on veut accéder Et au en quoi pouvoir. le gouvernement de Mélanie s'oppose à quoi que ce soit? À Oui, rien. non, mais aujourd'hui, l'immigration, hein. aujourd'hui, À elle n'a pas le l'immigration. choix. Parce Pas du qu'elle- tout à l'immigration. Elle Il n'a n'y a pas plus le choix d'immigrés aujourd'hui. depuis que Mélanie est au pouvoir. Non, mais, c'est faux. cher ami, Mais elle est pieds et poings c'est liés. Van der Leyen qui a les cordons de la bourse. Alors, donc pourquoi aujourd'hui, Mélanie la quand le soutient-elle pays est exempt, que vous avez besoin d'argent, vous allez voir Van der Leyen, votre banquier, vous ne pouvez pas l'envoyer chier, vous êtes obligé de composer avec. C'est pas une raison pour voter pour elle. Elle va encore voter Oui, pour oui, elle. mais en attendant, ils n'ont pas le choix, je pense. Pourquoi les crédits à l'Ukraine ont été votés par tous, y compris par tous les députés RN? Ils sont tous dans le système, ils Non, sont mais je tous parle de, sotanisés. là, on parle de Mélanie, on ne parle pas des Oui, députés. mais moi je parle des de députés. politique étrangère et c'est pas secondaire. Après, moi je dis que quand ils vont accéder aux plus hautes responsabilités, il y a des personnes qui vont venir les rejoindre et qui amèneront une valeur ajoutée. moi, je pense qu'on a Mais déjà des gens, l'ancien des gens boss divers de droites, des Frontex. gens Il y de a tous les, beaucoup de gens tous les qui- partis. Tout ça, c'est. Enfin, Pensez excusez-moi, pas que mais. le pouvoir appelle les talents. Excusez-moi, tout ça, c'est pour Oh, moi, les c'est des opportunistes. Eh ben oui, mais il y en a eu de tout temps. La caricature de ça, c'est Malika Sorel. Oui, mais Excusez-moi, enfin, Malika attends. Sorel qui s'est fait jeter de chez Fillon, qui ensuite a harcelé Macron pour devenir son ministre en Oui. prétendant qu'elle avait C'est pas grave. Mais donc, c'est bien la preuve que 25 finalement, doctorats tout le monde et 3 rejoindrait diplômes le de parti 3 au écoles pouvoir. polytechniques à travers la planète. si on peut- et si qui on peut finalement s'est recentrer- fait jeter. Allez. Excusez-moi, enfin, je veux dire, Ouais, mais c'est après- d'ailleurs pour ça Non, mais on ne que. va pas parler des gens et des personnalités. Voilà, non, mais mais- pas là le problème. Et moi, je voudrais vous dire une chose. Je vous adore. Il est pas content, Mais non. les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, vous faites des... J'adore, mais Paul-Marie, j'adore. J'ai connu celui-là, je l'ai connu celui-ci. J'ai connu en 1914, machin. J'ai connu 1914, en 1918, en effet, oui. machin. Je l'ai conseillé et il ne m'a pas écouté. J'ai conseillé, il ne m'a pas écouté. Cher Paul-Marie, vous savez très très bien Et voilà le résultat. que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le problème, il n'est pas là. Vous savez comment ça se résout de parler de politique étrangère? C'est pas de l'intérieur de la France que ça va se passer, c'est de l'extérieur. C'est aujourd'hui ce qui se passe entre Poutine, entre Trump s'il est réélu, C'est ce que je viens de entre dire. les BRICS. C'est ce que je oui, dis, non, mais André. je veux dire, c'est là où on aura la pression, C'est ce que et je c'est dis. là où ce qui se passe vis-à-vis du Front National, Le grand du fait Rassemblement nouveau, ça national. sera les BRICS. C'est la seule Voilà, chose qui peut renverser on est bien quelque chose. d'accord. On est bien Donc d'accord. les pressions, elles vont venir de l'extérieur. Là, on est bien Et elles d'accord. vont beaucoup Mais pour changer les l'instant, choses. On est d'accord. ton Macron, là, dont tu te Macron, félicites qu'il est, j'adore. qu'il est dissous. Mon Te voilà- Macron. Tu te trahi. Tu te félicites. Oui, Marine Macron. Pardon, André. On peut L'opposition contrôlée renvoyer au aussi à sommet. nos conversations pour TVL. Bah, absolument. Mais je finis. Après, je vous promets, je me tais. La dissolution, dont tu te félicites, André, a très certainement dans la tête du président de la République un intérêt. Il mise sur le fait que Marine Le Pen et Bardella ne prendront pas le bon choix. Je répète, s'ils le font, c'est-à-dire ce gouvernement de salut public ouvert, je m'inscris, je vote et je fais campagne. Je suis le premier. Et là, je n'y crois pas. Et Macron n'y croit pas. Il sait très bien qu'il va avoir un parti RN Monolithique. Oui, c'est ça, beaucoup plus étendu à l'Assemblée, tu as raison, sage, comme il l'est, à ne rien changer du tout. Il va très certainement vouloir éliminer, ça c'est pour des raisons de politique étrangère dans le détail desquelles je n'entre pas, une partie de LFI qui va être très certainement cornérisée par une alliance que je vois venir, que j'appelle parisienne,
que je vois venir comme le nez au milieu du visage. Glucksmann et compagnie. Une alliance entre Glucksmann, Macron, des écolos et puis des opportunistes En gros, tous contre de LR, du genre Deuxième Copé. NUPES, ça ne marchera pas. Copé n'attend que ça. Ça Donc ne la marchera pas. NUPES ne marchera pas, Ça tu ne as tout à marchera fait pas. raison. Et donc, il y aura très certainement, c'est ce qu'il a en tête, un nouveau bloc central. On va réintégrer la social-démocratie dans le bloc central avec un gros, alors elle va chanter victoire, mais ça ne sert à rien, groupe RN, qui pourra peut-être avoir 210 députés. Il y a des sondages, je disais tout à l'heure, on va les montrer de nouveau, qui placent même le RN avec une majorité absolue, pardon, mais ils auraient peut-être besoin de personne. S'ils ont une majorité absolue, ils auront besoin de personne. Voilà, Deuxièmement, ils pourront changer. Attention, tu gouvernes pas tout seul. Quand tu gouvernes pas Oui, tout seul. non, pour Tu gouverner, gouvernes- oui, mais pour changer tu certaines gouvernes- lois, Tu oui. ne gouvernes pas avec C'est-à-dire 600 qu'aujourd'hui- personnes. Vous avez 289 députés, vous gouvernez seul, non? Oui, Non, est-ce qu'on peut Oui, mais avec quelle personne? Jamais aucun parti, même De Gaulle, n'a jamais eu un seul parti à sa disposition. Est-ce qu'on peut citer Et ce la- qui va arriver, je finis après, je me tais. Ce qui va Vas-y. arriver, c'est très certainement dans la tête du président de la République, c'est la réintégration via Glucksmann du Parti socialiste dans cette espèce de grand bloc social-démocrate qui endette la France, qui dissout la France, qui soutient l'assomption européenne, c'est-à-dire la dissolution des frontières et le grand remplacement. Ben, moi, j'en parle plus du grand remplacement. J'en parlais il y a 20 ans, maintenant je parle de l'invasion. Moi, c'est mon vocabulaire. Ouais, moi aussi, on a raison. On a raison, toi et moi. C'est Rendez l'invasion. hommage à Renaud Camus, quand même. Et voilà exactement. Bon, bah, on va vous laisser. Et voilà ouais. exactement ce que Macron a derrière la tête. Non, attendez. C'est pas héroïque, cette Allez, André. dissolution. Non, attendez, c'est très bien. Si on peut quitter la planète Mars à un moment donné, et D'accord. voir un truc. Moi, je vais vous poser une question. J'ai Tu entendu nous as pris pour des hommes verts. Non, des petits hommes verts charmants. Non, mais je vais dire, par exemple, un truc précis, revenons. Sébastien Chenu dit, nous allons demander l'abrogation de l'accord avec l'Algérie. C'est l'accord privilégié de 68. Est-ce qu'il le fait? Alors, si jamais ils ont le pouvoir, c'est très simple. On va les juger à leurs actes. Ils font ou ils font pas. S'ils ne le font pas, on revient dans l'hypothèse de Paul Marie, qui est tout à fait légitime, enfin, qui peut se passer. Est-ce ils se sont engagés sur un certain nombre de choses? Est-ce qu'ils vont faire comme Macron? On peut revoir les engagements de Macron qu'il a tenus, on sait comment, ou bien ils vont acter leurs engagements. Il y a le précédent Mélanie, il y a le précédent autrichien. Ils n'ont Non, rien mais fait. il y a un autre problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, tous les politiciens sont très loin des problèmes du peuple. Le gars qui a fini son travail, qui descend de son char élévateur, qui change, qui va boire une bière au bar du coin dans mon village, lui, il s'en fout de Trump, de Pierre-Paul, Jacques-Philippe. Lui, ce qu'il regarde, c'est combien il va payer l'essence, combien il va payer sa note d'électricité, combien il va avoir de retenue de son salaire à la fin du mois, est-ce qu'il va partir en vacances au camping des Flots Bleus C'est avec sa pour ça que je famille. mise C'est pour ça davantage- qu'aujourd'hui, je toute mise cette politique davantage sur une politicienne révolte populaire que n'intéresse sur plus une personne. élection, Les gens, ils voilà. veulent savoir combien ils vont gagner, comment ils vont vivre et c'est quoi demain. C'est-à-dire le problème de tous les gens en province. C'est pour ça que la France sera sauvée par une révolte populaire beaucoup plus que par une combinaison électorale. Voilà. Enfin, la révolte, on n'y est pas encore, hein, pour le moment. Ah, pour revenir 2018, c'était pas loin, les gilets jaunes, ça peut réussir. C'est tout ce que j'attends d'ailleurs. on a eu Mais les c'est bonnets d'ailleurs ce rouges qui va aussi, arriver. hein, moi. Ah, vous êtes pour la Révolution, vous? Enfin, vous êtes pour Non, une... je suis... Vous savez, quand Maffesoli parle de l'ère des soulèvements, je crois qu'il voit très clair. J'attends un soulèvement populaire. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de soulèvement. Non. Honnêtement, quand je vois ce Il y a que une le perfusion peuple... sociale qui est assez puissante. Hein. Tant que les gens... Le jour où la perfusion cessera... Tant que les gens estimeront qu'ils Quand sont les plus gens à auront perdre qu'à faim, gagner à aller dans la rue, Voilà. restons chez eux. Hein. Non, puis surtout quand on voit ce que le peuple français a accepté Ouais, c'est comme ça, ouais. mesure, etc. Honnêtement, je vois mal un Et parce que vous soulèvement. raisonnez à En revanche, sur le l'identique, RN, un jour, la majorité Laisse des Français parler. seront trop pauvres Jérémy, pour faire on va autre laisser chose. parler Je ne dis rien d'autre. Jérémy. sur le RN. Et par rapport au sondage, en effet, qui donne la majorité. Si on prend cette hypothèse-là, je pense qu'en effet, le pari de Macron, c'est le bloc central. En effet, là, lui, il veut un bloc central, mais peut-être que ce jeu peut se retourner contre lui. C'est-à-dire que si le RN arrive à avoir une majorité, il y a deux possibilités. Soit Macron espère qu'il se ratatine et donc que ça les désengage pour 2027, c'est-à-dire que ça leur porte préjudice. Mais par contre, si le RN arrive à gouverner pendant 3 ans, avec un gouvernement, ce qui manque au Rassemblement national et au camp national de manière générale depuis 20 ans, c'est la respectabilité, est-ce qu'il est capable de gouverner? C'est-à-dire que le fait d'avoir pendant 2 ans et demi un Rassemblement national à la tête d'un gouvernement, ça pourrait faire sauter le plafond de verre qui jusqu'à maintenant persiste, de dire
ah mais en fait ils sont capables de gouverner, parce qu'il y a des gens qui nous expliquent que si le RN arrive au pouvoir, il y aura les sauterelles, tout va s'effondrer, il y aura du feu partout. Comme le et là, en Brexit. fait, on va se rendre compte que, eh bien non, en fait, tout va bien. Mais le risque, c'est pas qu'ils deviennent un parti comme les autres au pouvoir. Non, aussi, mais alors, comme justement, Mélanie justement, le reproche mais le qui est fait RN, par Paul Paul Marie. Marie. Non, mais le RN, je termine. La dégradation de la note arrivera le lendemain Oui, de la c'est ça, majorité oui. RN. Bah déjà, la bourse, je crois, a un peu baissé. Tôt ou tard, Mais on ne pourra justement- plus rembourser, on ne pourra même plus payer les fonctionnaires. Oui, mais c'est alors, comme ça que attendez, ça va se passer. Le RN Et actuellement. quand on ne paye pas les fonctionnaires, c'est l'anarchie Oui, immédiate. Mais le RN actuellement est Comme dans en une Afrique. phase de respectabilité. C'est-à-dire qu'en effet, il a renoncé à certains engagements, certains principes, certaines mesures. Certains mots, tout à fait, pour lisser son image. Mais là, d'où l'utilité de Reconquête. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, les deux partis sont complémentaires et que Reconquête, par Vous allez être par candidat aux les thèmes- législatives, Jean? Je me tâte. Reconquête, par les thèmes qu'il aborde aujourd'hui dans le débat public et dans la société, obligera le Rassemblement national à s'emparer de ces thèmes également s'il veut rester dans la course. Et qu'en fait, on a d'un côté Reconquête qui mène le combat. Vous restez Donc, fidèle à Éric donc, Zemmour ou ah, pas, quand même, Jean? Ah, moi, je suis toujours fidèle à mes engagements. Ce sont quand même les mêmes thèmes. Non, mais c'est-à-dire, oui, mais parce que là, on sent qu'il y a quand même. On sent qu'il y a une période de flottement, donc là, c'est bien de clarifier les choses. C'est pas clair. Alors, moi, Donc vous restez fidèle à Éric J'ai Zemmour? un grand défaut, c'est Vous que étiez j'ai numéro toujours 8 sur sa liste, vous restez. j'ai toujours les mêmes convictions depuis que Non, mais j'ai une convictions, on est conscience d'accord, politique. mais Oui, non, qui mais pour les attendez, mais porter comme moi j'ai rejoint Éric Zemmour sur ses convictions. Si aujourd'hui Éric Zemmour trahissait ses convictions, bah, je partirais, mais je constate qu'il est fidèle lui-même à ses convictions. Et comme ce sont les miennes, j'ai aucune raison de partir. Et sur les rumeurs de fuite ici et là. Moi, vous savez, je suis incapable de pratiquer quelque taquilla que ce soit. C'est-à-dire que là où, effectivement, un certain nombre de personnes au Rassemblement national excellent dans la modération, l'emballage de leurs concepts, l'évitement de certains mots pour, justement, bien présenter ou se lisser, moi, je suis incapable parce que je crois que... Il ne faut pas arrondir un peu les gens La chose que le général de Gaulle et bien d'autres... La chose que le général de Gaulle et bien d'autres... puisque je sais que c'est ton... Que Paul Marie a bien connu. Comme moi d'ailleurs, c'est qu'on ne transige jamais avec la vérité. Est-ce que vous imaginez, évidemment l'exemple est caricatural, hein, mais est-ce que vous imaginez que, je ne sais pas, fin 40, quand les Français libres ne représentaient qu'une poignée de personnes, est-ce que vous imaginez le général de Gaulle dire faisons un peu de collaborationnisme ? Non, mais Jean... Parce que comme ça, on aura au moins un peu de lumière sur nous et peut-être qu'on va... Caricaturez pas. Voilà, non mais les gens n'est moi plus en 40, on est en 2024, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, ce que je veux dire, et je termine et après je vous laisse la parole. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne considère pas que des gens qui n'ont pas le courage de dire les choses telles qu'elles sont auront le courage de faire. Vous voyez, si vous n'avez pas le courage juste de dire grand remplacement parce que vous reprenez la phraséologie du système, vous dites non, va des rétros. Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste d'extrême droite qui m'effraie, c'est ce que Marine Le Pen a déclaré récemment. Mais si on a peur des mots, mais comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on aura le courage des actes ? Exactement. Vous comprenez ? Donc, moi, alors évidemment, je ne me fais pas que des amis, parce que comme vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire, et la vérité nationale est encore parfois moins bonne à dire que les autres vérités. Mais nous avons ce devoir de vérité, parce que si nous ne disons pas la vérité telle qu'elle est, qui le dira ? Ça dépend sur quelle chaîne on dit et la comment vérité. vous allez réveiller les Français ? Les Français, aujourd'hui, la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'un électrochoc de vérité. André Berkoff. La seule chose dont ils ont besoin, les Français, les dire, c'est très bien, on est là à dire, non. on est les ministères de la Non, parole. le RN ne le dit plus, justement. Non, attendez, ici. Diseurs et les faiseurs, comme on dit en Bretagne. On est en train de dire, les Français attendent les gens qui vont faire. Et moi, Oui, je voudrais voilà. redire, puisque vous dites De Gaulle. De Gaulle, on s'en fout du plus. Attendez, c'est pas le problème. Bah non, il a quand Quand même- De il a- Gaulle il a est quand même arrivé laissé à des Mostaganem, Ça aussi, on s'en fout, elle est quand morte. De Gaulle est arrivé à Mostaganem, il a dit « Je vous ai compris ». Les Algéries françaises ont compris qu'il disait « Oui à l'Algérie française » et les autres ont compris le contraire. Ça s'appelle de la politique, pardon. C'est très joli de dire « Oui, nous sommes sincères, celui qui ne dit pas la vérité ». Et Oui. tout ça, c'est des mots. Pardon. D'accord. Mais quand on est sur le terrain, quand D'accord. on veut conquérir, pourquoi Marine Le Pen, si elle était restée dans la phraséologie d'avant, Non, mais- elle aurait resté à 10%, elle aurait resté à 30 députés. Si elle est aujourd'hui à 90 Elle parle députés, moins je dis pas aussi, que c'est pas bien. Elle parle moins aussi. Hein Elle parle moins Non, aussi, mais on entend. justement, Avant, on mais elle est interdit. lissée. Et qui a fait le sale boulot?
c'est Zemmour. Zemmour est venu et lui a apporté sur un plateau, à l'insu de son plein gré, les 90 députés. C'est ce que je disais Voilà, avec le fait qu'ils sont complémentaires, c'est-à-dire que Reconquête apporte la solution, le débat idéologique, et le RN se lie pour pouvoir être gouverné. Exactement, pour pouvoir gouverner. Mais justement, c'est-à-dire que le RN, en fait, a compris que pour pouvoir accéder au pouvoir, il fallait être lisse, mais qu'il fallait à côté un parti comme Reconquête pour garder ces thèmes dans le débat public. Mais Jérémy, je pense que ça permettra, en effet, d'arriver à une solution. Vous reprenez, alors justement, mais vous reprenez, je ne sais pas si tu te souviens, Eric, mais au dernier Bistrot Liberté que j'avais fait avec toi, je t'avais sorti cette formule, je t'avais dit que, en fait, moi je prône. En plus, tu me tutoies, je vais pas être dans la muse. Dans l'idéal, tout le monde se tutoie ici, donc bon. Dans l'idéal, je prône le rassemblement républicain pour la reconquête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que rien ne sera jamais possible sans l'électorat populaire du RN. Ça, c'est un fait. Bon. Mais tout peut être possible sans les 5% de reconquête. Attends, il n'y a pas que ça. Ensuite, il y a l'expérience de gouvernement. Notre scénario, c'est un parti seul au pouvoir. Il y a l'expérience de gouvernement d'un certain nombre de LR qui n'ont pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce que nous pensons et ce qu'ils pensent, et dont l'expérience de gouvernement peut servir. Et enfin, pourquoi pour la reconquête? Parce qu'aujourd'hui, la colonne vertébrale idéologique du camp national, c'est Éric Zemmour. Quand j'entends Jordan Bardella et même Marine Le Pen parler, ce sont les bouquins de Zemmour, les éditoriaux de Zemmour, les analyses de Zemmour. En fait, il a installé effectivement une vision idéologique. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, nous sommes à Reconquête. Il a donné le tempo. Nous sommes à Reconquête, nous produisons les idées du camp national, nous charpentons une vision de la France qui est absente et au Rassemblement national et chez les Républicains. Il a même obligé Emmanuel Macron à se saisir de certains débats, puisque Éric Zemmour avait mis sur le devant le problème de l'islam politique. Récemment, Emmanuel Macron a pointé le problème des frères musulmans, chose qu'il n'avait jamais fait avant. C'est-à-dire que le fait que Zemmour ait pu mettre dans le débat public ce problème, justement, à la fois de l'immigration et de l'islam politique qui est en train de gangréner le territoire français, fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui sont au courant et donc qui obligent le gouvernement à réagir. Et ça veut dire, c'est très intéressant par rapport à nous tous ici, qui font l'histoire. C'est les hommes et les femmes qui sortent de leur zone de confort. Zemmour, il aurait pu rester comme éditorialiste, brillant éditorialiste, faire les trucs, tout va bien, etc. Il est sorti, on aime, on n'aime pas, il est sorti de sa zone de confort. Et évidemment, l'exemple le plus fort, c'est De Gaulle ou c'est Churchill et compagnie, à un autre niveau. Oui, mais c'est ça, à la même époque. C'est sortir de la zone de confort. Et nous ne sommes pas dans la Seconde Guerre mondiale, nous ne sommes plus dans la guerre d'Algérie, etc. Qu'est-ce qui va provoquer l'irruption d'hommes et de femmes qui vont dire « nous incarnons cela ». Il est là le vrai problème, parce qu'il y a aussi un problème d'incarnation. Il faut l'alliance des droites. En tout cas, Marion Maréchal, elle milite, elle, pour un rassemblement des droites. L'alliance des droites, c'est ce qui est le plus intelligent à faire. Vous y croyez au rassemblement des droites avec Jordan Bardella et Marion Maréchal? Moi, je ne sais pas. Si vous voulez, le problème, c'est que nous avons... Elle le fait contre Éric Zemmour. Moi, j'ai un problème avec le concept d'union des droites. C'est elle qui a raison. J'ai un problème avec le concept d'union des droites, pas sur le fond, mais sur la forme. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui aujourd'hui se dit de droite? D'accord? Il y a Reconquête qui se dit de droite, et puis quelques confettis électoraux, d'accord? Mais on ne fait pas quelque chose, on ne fait pas un mot. La droite était dans l'intitulé de la liste de Bellamy. Bellamy, c'était pour une droite. Oui, Bellamy, non mais d'accord, mais ça reste quand même, je veux dire, si on additionne Reconquête, même Bellamy, Bellamy est le seul à penser ce qu'il pense là où il le pense. Hein, non, il y a des gens de droite où elle Il a fait encore moins d'ailleurs qu'en 2019. Hein, donc, Bellamy, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où le Rassemblement national dit qu'il n'est pas de droite, d'accord, et je vais vous dire pourquoi, c'est aussi pour ça qu'il a l'électorat populaire. Tout l'électorat communiste du Nord, qui a basculé, qui est aujourd'hui un électorat RN, il n'a pas envie d'entendre un mec du camp national lui expliquer qu'il est de droite. Parce qu'il a rejoint le RN sur la problématique. Il est de droite sur l'identité, sur l'identité et l'immigration et la sécurité, mais il sera toujours de gauche sur le plan économique. Oui, mais ils ont été trahis par la gauche, donc ils ont rejoint. Ils ont été trahis par la gauche sur l'aspect identitaire, sécuritaire et migratoire. Ça fait beaucoup quand même. D'accord, donc ils ne sont pas au rassemblement. Ils sont pas au rassemblement. Des gens qui font l'inverse de ce qu'ils disent le lendemain. La fois d'après, vous réfléchissez avant de voter. L'électorat communiste, il est aujourd'hui au Rassemblement national dans le Nord, uniquement sur la question migratoire, parce que la gauche a remplacé l'ouvrier français par l'ouvrier étranger. Les gens, vexer votre intelligence. Être communiste en 2024, c'est quoi? Ça ne veut plus rien dire. Non mais peu importe. Ils font 2%, là. Ils ont pas de programme, c'est ce que je te dis. Ce que je te dis, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que l'ouvrier du Nord ou l'ouvrier de l'arrière-pays varois,
il n'a pas envie d'être représenté par quelqu'un qui se dit de droite. Ah oui, Voilà, Mais c'est en tout. vérité, Et l'ouvrier... c'est d'ailleurs, Marine, pour le coup, elle a bien compris Mais- le truc. oui, le C'est pour ça calcul qu'elle était dit- bon. C'est pour ça qu'elle dit ni droite ni Oui, gauche. mais l'ouvrier, mais elle a raison. C'est là où j'allais dire, Marine a totalement raison, et pour moi, c'est l'erreur d'Éric Zemmour d'avoir parlé que de l'union des droites. Le français, il n'est ni de gauche ni de droite, comme disait un certain général. Vote pour Ok un programme. La France n'est ni de gauche ni de droite. Non. Non, De Gaulle il n'a n'a pas jamais dit ça. dit ça. Non, je suis Non, désolé. d'accord. Il a dit la France est de droite. Non, il dit on ne gouverne pas la France à droite ou à gauche. Il ne Eh faut ben, pas si tu déformer veux. les propos du Je général. vais dire. Moi, je suis content parce que j'ai le révérend père facile. Franto, On va au général, ce qui qu'il a dit la le parole général. sacrée. Oui, voilà, c'est Les ça. évangiles du général. Ah bah, par j'ai le écrit révérend plusieurs père livres sur le Couteau. général. Le porte-parole du général qui est là. On n'avait Et pas alors, la croix de Lorraine. Chers amis, on va d'abord applaudir le professeur et on va applaudir Jean Messia qu'on remercie d'être venu, qu'on va libérer parce que je crois que tu as désolé, d'autres obligations voilà, sur d'autres chaînes de télévision, J'ai donc je te d'autres laisse médias. partir discrètement. Donc André Berkoff, Non, vous juste un disiez mot. justement... Moi, je crois que vraiment, je me rappelle d'une discussion avec Zemmour, on a eu assez enflammé. Un soir, on discutait. J'ai dit, mais pourquoi tu parles de l'union des droites ? Pourquoi tu ne dis pas que ces concepts-là, aujourd'hui, en 2024, ça n'a plus du tout la même signification qu'en 1940 Mais ou enfin, 50 André, ou André, 70. André. Attends, je termine. Mais c'est grotesque. Il y a une réponse immédiate C'est à laquelle laquelle tu songes même pas. Quoi ? Laquelle ? Eh bien, je vais te le dire. Ouais, vas-y, dis. En France, Ouais. les élections se font à 2 tours. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et alors C'est ainsi. Et alors, alors attends, laisse-moi Ouais, finir. ouais, vas-y. Ce qui suppose qu'au second tour, si l'on veut l'emporter, on fasse l'union, chacun dans son camp. Même le général de Gaulle l'avait Mais nous sommes prouvé. d'accord. En 65, il sommes était le candidat de la droite face à Mitterrand qui était le candidat de l'union de la gauche. Nous sommes d'accord. Nous Et sommes... si la droite répète, comme tu le dis, qu'elle n'est pas à droite, tandis que la gauche, elle, fait toujours l'union à gauche, Mais- et que nous, on part toujours divisé au second tour, Mais tu as on vu les- sera dominé ad perpetuum par la gauche, ce qui arrive depuis 50 les ans. résultats, Voilà. nous ne sommes plus il y a 50 ans. Nous sommes Je en te dis que ça arrive. 2024. Je te dis que ça arrive depuis 50 ans. eh ben. Nous refusons de nous unir à droite. Eh tandis bien, que je les vais vous gauches dire font pourquoi. tout le temps Parce que l'union à vous gauche, continuez et nous toujours sommes sans avec cesse le même copus. cliché. Bon. Au lieu de dire, Eh bien- pardon, les patriotes, les souverainistes, ça veut dire quelque chose. Et face à ça, tu mets les mondialistes. Voilà. D'accord. C'est fini ton histoire de gauche et de droite. C'est vieux. C'est mort. Alors, C'est il faut l'EHPAD cha- après le Rivotril. Il faut changer. Ah, Il faut- incroyable. il faut changer Il est le là, mode la de gauche, la scrutin. droite, la gauche, la droite. Non, mais pour vous, C'est Il faut fini, changer le c'est mode de fini. scrutin. Eh ben, il faut changer le mode de là scrutin. Tant Voilà, qu'il y a un scrutin, incroyable, quoi. tant qu'il y a Voilà, un vous scrutin m'avez à 2 réveillé, tours, mon André André, Berkoff, je sais qu'il y a 2 tours dans les Encore scrutins. la gauche, la droite, on va parler de la gauche et de la droite. Mais tu es pas, est-ce que tu ne vois pas que ce qui se passe dans le monde, et tu connais mieux la politique étrangère que moi, pourquoi Poutine a refait la Russie comme il l'a refaite? Pourquoi Xi Jinping a fait la Chine De comme il a Gaulle fait? aussi. Pourquoi Alain Tram, on dit Pas quoi? chercher si loin, De Gaulle aussi. il a Mais fait- De Gaulle, il est mort en 70. Je sais, tu ne le sais pas. Mais Je De sais que tu Gaulle ne le aussi, sais il a pas. Il fait- ne sait pas que De Gaulle est mort. Il croit qu'il est encore là. Mais De Gaulle Non, mais aussi, c'est il vrai. a- De Gaulle Il est aussi mort, a il est De reconstruit Gaulle. la France avec Appelez-moi la droite et Charles, la appelez-moi gauche. Charles tout de suite là. Je veux le voir, Charles. Incroyable. Mais non, lui aussi a reconstruit la France avec la droite et la gauche. Je ne te parle pas Ben de ça. justement, mais Tu n'as même pas pris la Mais c'est précaution. ça, le problème, Tu il n'as est même là. pas pris la précaution, avant de faire ton numéro, Oui. de réfléchir à ce que je te dis. Quoi? Si on joue le jeu des élections, il faut Oui. respecter la règle électorale. Mais la Dans règle un- n'est plus la même. Non, il y a comprends pas. toujours un scrutin à 2 tours. Ouais, mais Et les il y aura temps- les toujours temps ont des changé. unions Oui. de la gauche et en face desquelles, je si vais- on ne met pas un bloc de droite, on sera refait, ce qui est le Allez, cas bois un peu d'eau, depuis mon cher 40 André, ans. pour Alors, te non, mais remettre attendez. de tes émotions. Jérémy, Peut-être après tout, André, Voilà, que non, mais pour, l'hégémonie de la gauche ne te gêne pas. départage-moi ces après deux tout. dinosaures de la République française. non, pour remettre un petit peu L'hégémonie de comment la dire, gauche ne te gêne pas. Aujourd'hui, en effet, moi, par exemple, je me considère comme étant de droite, mais en revanche, je ne parle pas d'union des droites, parce que je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est tout simplement unir les gens qui veulent que dans 50 ans, la France existe encore, que notre civilisation existe encore, Voilà. et qu'on soit encore français, et que en fait, on ne soit pas dilué dans un environnement et dans un pays Mais ça, mon qui cher, n'existe plus. Ça, mon Et cher, peu importe je le la répète personne, depuis 50 ans. mais Le d'accord. résultat, c'est que la France s'efface année après année. On répète que cette civilisation doit être défendue, qu'il faut en effet restaurer l'autorité de l'État, l'indépendance de la France. ben, On ne le parlez pas répète, d'union des on le droites, veut, parlez d'union mais on ne s'en donne civilisationnelle, à la pas. rigueur. Parlez Pas d'union des d'indépendance. droites. Quand on dit l'union des droites, c'est on face ne- à la NUPES. Oui, Ils vont bien bien faire sûr. une NUPES phase 2. On ne prend pas pour les justement moyens de ce endormir que tout l'on le monde. veut. On ne prendra jamais Et les puis- moyens de la restauration de la France. Si on n'arrive pas à créer, je viens de le faire, à le proposer au Front National, il en a l'occasion,
un gouvernement d'assez large union, je viens de le dire. Cher Paul Marie. Et si on ne fait pas ça, encore une ça, fois, c'est un peu Le RPR utopique. n'est pas d'accord, je crois. Le RPR n'est pas d'accord, je pense. Et le Rassemblement RPR, français... Non, mais parce que vous dites tout le temps le Front National, donc je rappelle quand même, c'est le Rassemblement National, ils ont changé de nom Non, avec... je vous dis quelque ouais, chose, non, mais, c'est la non, mais gauche. ça, Non, oui, je c'est voudrais intéressant, dire- parce que ça veut dire qu'il n'y a pas non, eu de mais changement. il y a un Finalement, scoop, c'est il y a un toujours le scoop. Front National de Jean-Marie Le Pen pour Non, il y a soir- toujours un vote avec 2 tours. c'est Ce tout. soir, je voudrais vous dire un scoop. La gauche n'existe plus. Voilà. Dire le PS. Croire que la gauche existe est une connerie magistrale. Elle n'existe plus. Elle fait semblant Ça, c'est la d'exister. meilleure façon de se faire avoir. Bravo. Bah oui, bien sûr. C'est quoi être de gauche Bien aujourd'hui, sûr. ça veut plus Parce rien que la dire. NUPES est de gauche. Ouais, la ça veut NUPES, plus elle rien n'est pas dire. de gauche. Je suis désolé, tous les gens qui se revendiquaient de gauche il y a encore 20 ou 30 ans parce qu'ils avaient une certaine vision de l'économie ou de la société, aujourd'hui vous expliquent qu'ils ne se sentent absolument plus représentés Tout par à la fait. gauche. Voilà. Parce que la gauche d'aujourd'hui, que ça aille du Parti Socialiste bien sûr. en passant par les écologistes et la France Insoumise, c'est des gens qui ont choisi la voie de la collaboration avec des gens qui font partie d'une autre civilisation, et ce sont des gens qui ne défendent plus l'intérêt du peuple. Ce sont des gens qui défendent avant tout leur Cher ami, électorat. vous vivez à Paris. Vous voyez pas ce que fait l'Union de la gauche à Paris avec Madame... comment s'appelle-t-elle Rima Hassan, c'est ça que vous voulez dire, non Madame Hidalgo. Madame Hidalgo. oui. Vous voyez bien que la gauche a une certaine manière de gouverner et que Oui, mais- c'est pas du tout celle qui est conforme à l'intérêt Non, du mais pays vu de Paris, et c'est de la comme ça, civilisation dont vous parlez. Et si on n'arrive pas à créer une force en face, un rassemblement en face au second tour, parce que je vous parle d'élections, puisque vous êtes passionné par les élections, vous n'arriverez jamais à déjouer l'hégémonie de la gauche qui en plus est culturelle, intellectuelle et qui en plus est morale. Moi, je dis, il y a les patriotes, les souverainistes, les indépendantistes Oui, mais contre les Vous avez vu les scores des de patriotes Schwab, et quoi. des souverainistes, justement, à ces Mais élections, parce que- André. mais parce que- mais fait c'est 1% pas- Asselineau, mais- 1% non, mais Philippot. pardon, moi je regarde ce que dit Bardella, ce que dit Zemmour. Voilà. Voilà, bien sûr. C'est ça, le plan, parce que bon, après, C'est ça. De quoi il parle? Ça fait Et déjà tu veux- 40. et si tu veux aller encore 40 plus loin, quoi tu as 40 à 40 de 50% 3 des Français, mais du Dupont-Aignan et compagnie, Ah oui. tu as près de 50% des Français qui sont d'accord avec ça. Ah oui, mais Sur dans le les fond, urnes. mais dans les urnes, c'est très simple. Pourquoi Moi, Parce qu'on ne salit pas. Tu es en train de prouver ce que je dis. et pourquoi on ne salit pas? Parce que ce sont des tout à l'égaux. Oui. Ce sont des Bah, égoïstes c'est ce qui que- sont dans leur petit c'est exactement coin. ce que Il y je a dis. pas- Un coup de gueule là-dessus. Hein. C'est exactement ce que je dis. Tu finis par dire ce que je dis. J'ai essayé de les inviter tous les trois, Dupont-Aignan, Philippot et Asselineau. Ils veulent J'ai pas. dit, vous avez 1h30, Impossible. parlez de souverainisme. Eric Ah a non, essayé pas un avec jour, moi. ça a T'as mal tourné. essayé Ah, aussi. pareil, on a essayé, malheureusement. Enfin, on a ils ne été, représentent pas Tu dis grand-chose. exactement ce que voilà. je De toute façon, dis. ils sont Ils ne rien. représentent rien. Aujourd'hui, les deux forces vives, c'est le RN et Reconquête. En sachant que Reconquête a quand même... Et LR, en tout cas, quand c'est même, fini pour LR. On est tous Marion d'accord pour Maréchal. dire que c'est fini pour LR ou pas, Paul Non, Marie non, je crois pas. Mais ça, justement, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Il y a encore une droite qui, croyez-le bien... La qui- droite ne s'associera pas avec Macron ni avec les autres. Aujourd'hui, ils ont Non, refusé, LR, ils ont refusé tous les accords. Non, ils ont une zone Enfin, maintenant. en Europe, ils étaient associés En Europe, non, partout. mais hein. attendez, en France. Attendez. Mais c'est justement ce qu'il faut déjouer, mon cher ami Franck. Je pense même que Jean-Marie Le Pen l'a souhaité. Vous l'avez bien connu, je l'ai bien connu, il a tout fait pour. Il est absolument évident que face au danger énorme que court le pays, parce que je répète, quelques dégradations, il y en a eu encore une hier de la note française, conduira à un désastre financier, au point qu'on n'arrivera peut-être même pas à boucler l'année et à payer les À fonctionnaires. la bourse, d'ailleurs, c'est comme soulignait Jérémy tout à l'heure, la C'est bourse effondré a... ce matin de 2% de CAC 40 Non, mais après, attendez, après la dans des dissolution de l'Assemblée nationale. dans des conditions Oui, mais- pareilles, je dis qu'il est criminel. En effet, on peut faire des gammes, je l'ai fait moi-même Non, pendant non, des mais années, attends, mais comme qu'est-ce que André, tu parles sur l'Union des Patriotes. J'ai fait ça pendant très longtemps. Oui, mais attends, tu parles de quoi? C'est inopérant électoralement. Il Bon. faut créer des forces électorales Alors, moi, pour j'aimerais- arriver à alors, créer une majorité bon. et reconquérir, parce que finalement il Bon. n'existe plus, reconquérir, restaurer le pouvoir. Alors moi j'aimerais, alors, Tout tout est à ça, faire. moi j'adore vraiment les grands exercices de rhétorique, c'est très bien, c'est magnifique, on est là. Moi je voudrais poser 3 questions. S'il n'y a pas un parti politique pour s'emparer de là, effectivement tu as raison, restons là, la France deviendra le Frankistan. Il en faut ou une plusieurs espèce de partis cérémonie. politiques. Attends, moi je voudrais poser une question très simple. La dette publique de la France, 3 000 milliards, 100 milliards de dollars. Nous avons des créanciers. Euros. Qui sait quels sont les créanciers de la France? Personne. Je vous pose une question. Voilà. En fait, on est là. On voudrait savoir, et 50% de la dette, c'est les créanciers français, 50% des étrangers. Je vous mets au défi aujourd'hui, quel que soit, de demander qui possède la dette, les créanciers de la France aujourd'hui. Personne ne sait. Il y a une Clearview qui sait. Personne ne sait. Et quand vous demandez aux fonctionnaires, comme on l'a fait de Bercy, il dit « Ah non, non, on ne sait pas ».
Après, on sait que la on se doute quand même. On sait que les États-Unis, On la ne sait Chine, pas. Ceux qui plantent un tube dans le désert et du pétrole et du gaz qui sort, à mon avis, ils font partie de ceux-là quand même. Je comprends pas. Ils ont dû prêter de l'argent à la France à un moment ou un autre. Parce Non, mais je voudrais savoir qui sont les créanciers, pas le mec qui plante dans le désert. Non, mais je veux savoir les créanciers. Eux, ils ont l'argent du pétrole, donc avec l'argent du pétrole. Il y a pas que le pétrole. Non, il y a la la Chine, mais la Chine a de la dette française. Et deuxièmement, j'ai juste une question, je reviens sur les transparences. Qu'est-ce qui fait que pas un parti politique, encore une fois, je reviens à ça, et moi, c'est ça. Et c'est de gauche et de droite, je reviens à ça, qui ont voté contre la transparence, je reviens là-dessus, de la non-transparence des contrats Pfizer. Comment il se fait que ce Parlement européen qu'on vient d'élire avec ferveur est incapable, et pire que le Parlement français, il n'existe pas. Ce sont des marionnettes. Madame von der Leyen fait ce qu'elle veut, et elle va être réélue par le PPE pour 5 ans. Elle va être réélue. C'est pas encore sûr. Ils sont majoritaires, de toute manière. C'est bien parti, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Non, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on ne pose pas les questions économiques dont on se fout. On est en train dans les branlettes idéologiques, où sont les vraies questions économiques. Mais c'est là que ça se passe. Moi j'ai une autre question. Qui pourrait être nommé ministre à date, aujourd'hui, au RN, d'après vous ? Qui, justement, vous, Paul-Marie Couteau, qui avez, c'est un des éléments de la question. Bien connu, les talents. Je pense que le RN va s'enfermer, comme vous suggérez que cela est possible, d'après je ne sais trop quel sondage, dans l'aventure de nos partis. Je signale d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu, depuis le début de la Ve République, la 4e c'était pire, un seul parti pour gouverner. Ça ne marche pas, il faut toujours des partenaires. Il n'y en a pas, tout simplement parce qu'il y a les deux tours, encore une fois, et qu'il faut des alliances. Et à mon avis, un des grands problèmes, une aporie à laquelle va se trouver confrontée dans sa stratégie ultra-partisane Marine Le Pen, c'est de trouver, si la question Pour vous, se le RN pose, est capable de gouverner aujourd'hui ? Non, pas du tout. Il n'a aucune culture de gouvernement. Je suis bien passé pour le savoir, j'ai assez œuvré pour cela. Donc, avec qui vont-ils gouverner ? Comment vont-ils gouverner ? Et je vais même aller plus loin, au risque de vous paraître décidément très iconoclaste. Je pense que ça fait partie du plan. Oui, ils veulent... Je pense que les oligarchies internationales et nos adversaires, et on ne comprend rien à tout ce dont on parle ici si on ne sait pas que la France, comme tous les pays du monde, ont des adversaires, des gens qui courtisent et qui jalousent nos atouts, nos derniers atouts, et ils sont importants, souhaiteraient le chaos. Et d'une certaine façon, un gouvernement qui ne serait pas large, avec des gens aguerris, mené peut-être par un membre du Front National, je trouve que Bardella est vraiment très jeune. C'est pas raisonnable de diriger un gouvernement quand on est si jeune. Ça n'est pas raisonnable. C'est très difficile de gouverner. La politique est un métier. Qui considérez-vous au RN, vous ? Je vais vous donner une réponse. Je pense qu'il y a un homme d'État au RN. J'ai intitulé ainsi une conversation avec lui. C'est Bruno Gollnisch. Bon, c'est le seul homme d'État que je connaisse. Mais c'est pas... Mais Marine Le Pen, comme par hasard, le marginalise. Bien. C'est pas simple. Alors, donc, je répète, ça fait partie du plan que, peut-être, de mettre au pouvoir un parti solitaire, mais très puissant, qui aura capté tout le ressentiment populaire, et qui sera incapable de gouverner, et en plus, qui sera stigmatisé parce que le monde entier dira, non, mais on ne peut pas quand même laisser, je ne sais pas, le siège, un siège de membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité à un gouvernement fasciste. On ne va pas laisser l'arme nucléaire à un gouvernement fasciste. Oui, on ne va pas laisser... attention, si, ils sont fascistes. Il y a la même chose en Italie, ça n'a rien changé. Vous pouvez pas l'Italie n'est pas la France. Attendez, vous pouvez l'Italie pas la France. Non, mais vous ne pouvez pas dire à la fois le Rassemblement National. Ce sont les mêmes racines. Vous ne considérez pas que la France est une grande puissance. Et à ce titre, elle est très convoitée. Elle a des atouts que beaucoup de grandes puissances, principalement les États-Unis, convoitent. Ce n'est pas le cas de l'Italie, donc la comparaison ne vaut pas. Mais allez-y. Vous ne pouvez pas dire à la fois que le Rassemblement National c'est trop lissé et après qu'on va le prendre pour fasciste une fois qu'il va arriver au pouvoir. Mais évidemment, c'est de la propagande. Mais non, mais attendez, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, on n'a pas exclu les États-Unis de la communauté internationale. C'est pas parce que demain on va avoir un gouvernement qui en plus n'est même pas le président de la République, parce que les affaires étrangères sont gérées par le président de la République. Et la défense. Voilà, et la défense. Non, mais ça ne sera pas
dire du jour qu'on au va lendemain. dire on va exclure la France du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, Ça je veux dire, sera pas ça n'a du pas de jour sens. au Et lendemain. en plus de ça, si vous regardez les réactions internationales actuellement, là, depuis ce matin, après la dissolution, bon, il y a la Russie qui a dit qu'elle observait les résultats qu'il y a eu en Europe. Je rappelle quand même que Donald Trump souhaitait qu'il y ait ce genre de cas en France et dans les pays européens, et qu'il y a aussi une élection américaine qui arrive, donc qui pourrait rebattre les cartes justement du monde entre guillemets occidental, et qu'il y a tout un tas de pays dans le monde qui aujourd'hui ne supportent plus la politique menée par Emmanuel Macron et qui le voient Pas les États-Unis. Hein. pas les États-Unis, mais les autres. Et États-Unis vous parliez de des Biden. BRICS. Les États-Unis de Biden. Et vous Attention. parliez des BRICS. Les BRICS en font partie et qui n'auraient absolument aucun problème à avoir, en tout cas, un Premier ministre et un gouvernement du Rassemblement national en France, y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne, puisque Giorgia Meloni. Vous suggérez que le gouvernement, que l'on dira, même si c'est faux, c'est de la comédie, d'extrême droite, que l'on publiera d'extrême droite à grand renfort de propagande, pourrait survivre s'il s'appuyait sur la Russie et la Chine? Mais non, mais non, je n'ai pas dit qu'il allait c'est pas s'appuyer sur la vraiment Russie. l'extrême Ah, Je bah, dis juste il faut avoir des partenaires. Hein, Non, mais il faut avoir des. Non, mais qui gère la diplomatie? C'est le président. Donc là, on parle de Premier ministre. C'est de pas la politique diplomatie de intérieure. la France qui compte, c'est la diplomatie des grandes puissances qui compte. Mais d'accord, mais vis-à-vis le de la président ne France. change pas. Macron sera toujours président. Donc du coup, qu'est-ce que ça change? Oui, très certainement, il sera président. Mais je crois qu'il sera là surtout pour nous savonner la planche. Voilà. Enfin, il a quand même Pour réussi son compliquer effet le de jeu. surprise. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Emmanuel Macron, quand même, il a déjoué tous les pronostics. Personne ne s'y attendait. Non, personne. Lui-même non plus, d'ailleurs. C'est ça. Je l'avais annoncé dans un tweet 3 jours plus tôt. Mais, enfin, Mais bon. je pense qu'il va s'en souvenir quand même, parce que pour moi, c'est une erreur. Il joue à la roulette Pour russe, moi, hein, c'est une pour erreur. lui. C'est comme au casino quand vous remettez tout sur un numéro. Là, c'est. Mais je pense que ça va se retourner contre lui. ça va se retourner contre lui. C'est Voilà. obligatoire. Et Gabriel Attal, donc, qui C'est obligatoire. lui-même Et en avait dit... plus, Ça va se retourner contre la France. mais voilà aussi tout. contre lui, parce que les gens qui l'ont accompagné, là, ils sont en train de faire leur valise Moi, je vais aujourd'hui. vous dire, Vous êtes bien pessimiste quand même, Paul Barry, Ouais, parce ouais, que franchement. je Je suis trouve que ça va se pessimiste retourner parce que- contre la France, alors que vous parce avez que- œuvré toute votre vous vie à savez ce que ce pourquoi soit quand même Parce que plutôt ce parti, Je suis pessimiste qu'il y a des Eric, gens parce que je ne issus de m'intéresse cette pas. famille politique qui prennent le pouvoir. Je suis pessimiste parce que je ne m'intéresse pas à la politique, contrairement à ce que vous pouvez croire. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Et je vois très bien comment des États s'effondrent à l'échelle de l'histoire. Et c'est qui me l'histoire. rend, c'est l'effondrement du pays à l'échelle de l'histoire. oui, mais c'est en disant quand il ça n'est qu'on pas y va. gouverné, quand il n'est pas soutenu, quand il n'est même pas aimé par son peuple, parce que tout a été fait, comme on le disait précédemment, pour Moi, en que les tout cas, Français je suis n'aiment plus très la France, triste. à ce moment-là, il est en grand danger et il s'effondre. Voilà. Écoute, la chute de l'Empire romain, on va le refaire. Et donc, c'est possible. Moi, je suis très triste, je vais vous dire, on va être un peu sérieux, parce que jusqu'à présent, je suis très triste pour Gabriel Attal. Je suis très triste Oui, il pour sera pas Stéphane resté. Séjourné, Ouais, c'est vrai. car Stéphane Séjourné a eu cette phrase Et Rachida admirable. Dati. Je suis très heureux d'être ministre des Affaires étrangères. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, donc je suis tout à fait qualifié pour être ministre des Affaires étrangères. Et Je suis très triste, alors, qui est pour notre Le Maire. ministre, ouais, qui a sauvé l'économie à lui tout seul. Et qui a tué l'économie russe. Ouais, c'est Rappelez-vous, vrai, c'est il vrai. l'a mis à genoux. C'est vrai. On n'en peut plus. Et maintenant, il a sauvé l'économie française. Et Rachida Dati. Et Rachida, Dati, à la peine grande arrivée, bon, elle a remonté les marches du festival de Cannes. Quand Tu même. rigoles. Il aura elle a fait un monté les- festival. Ouais, voilà. En plein fait. Non, je suis triste. Vous voyez cette pléiade extraordinaire que nous avions, quand même. Cette personnalité. Il y a la ministre de l'Éducation nationale. Enfin, on a eu l'ancienne. Talleyrand et on a Stéphane Séjourné. Non, mais vous imaginez, on a eu Non mais Chateaubriand voilà, Paul-Marie, et ça on peut a, pas être pire. voilà. Ça peut pas être pire. Ça C'est peut ça pas au être moins. pire. Nous sommes Vous pouvez déjà pas dans quand le même gaz de schiste. admettre, Hélas. non, mais parce que je vous trouve tellement sévère Hélas, à si. l'égard du Rassemblement Hélas, national. si, ça Comment peut- ça pourrait être et pire que ça- ce que décrit André Berkoff? Mais la France peut être dans un état bien pire que déjà mauvais état dans lequel elle est. Non, mais Ça je- peut être je- pire je et ça sera Franck qui est pire d'année en au année. contact de gens du terrain tous les jours, Ouais. ils disent tous que ça peut pas être pire. Non, ça ne Si. peut pas être pire que maintenant. Je pensais qu'avec Hollande, on avait touché le fond. Je pense qu'on était à Mais il y a mi-route. pas de fond. Là, on est carrément sous Non, puis sous je le vous- niveau. je Il n'y a vous pas trouve de vraiment fond. très Sous le pessimiste. niveau fond, il n'y a Je pas suis de désolé, fond. mais si On on veut que chute. le Non, pays mais- arrive à se relever, il faut avoir un espoir pour la nouvelle Bien génération. sûr. Enfin, je veux dire, si on vous écoute depuis tout à l'heure, on a juste Parler de Bruno Gollnisch, bon, c'est vrai qu'avec tout le respect qu'on a pour à un Bruno moment Gollnisch, donné, il Je faut vous aussi, ai dit il faut aussi plusieurs fois qu'il y espérer, avait une- il il y faut avait aussi une espérer qu'il façon puisse de avoir un restaurer- réveil. de restaurer le pays, qui est de créer un rassemblement très large. On peut l'appeler des patriotes si vous voulez, des patriotes à gauche. Hélas, j'ai été un collaborateur aussi de Jean-Pierre Chevènement. Et il n'y Décidément, en ça a leur plus a pas beaucoup à réussi, gauche. hein. Non, ben hélas, je vois bien que mes Mais mes c'est ce qui va, conseils c'est n'ont ce pas qui va été se passer. suivis. Tout le monde va se Donc, réunir il y a sur pas- la même il y a- bannière. Il n'y a pas mais- tellement il n'y a plus de Ils n'ont pas le patriotes à choix. gauche. Bon, donc vous êtes un parlons peu le de Alain l'union Minc des de droite, patriotes. finalement. C'est ça De qui Le Alain Minc Alain de droite. Mac de droite. Pas grand-chose à faire à voir avec Alain Minc. Non, enfin bon, bref. Non, mais je répète pour que Jérémy l'entende Non, parce qu'il bien. s'était trompé sur pas mal je de ne- choses. je crois toujours possible de redresser un pays qui va mal,
Mais pour cela, il faut un élan populaire, il faut un gouvernement capable de gouverner, et il faut une union, à mon avis, suffisante, suffisamment large, un rassemblement, pour redonner de la consistance à l'action de l'État. Allez, on arrive aux dernières minutes de cette émission. D'abord, est-ce que vous pensez que le RN va avoir le temps de bien préparer cette campagne des législatives qui s'annonce? Ça fait quelques temps qu'ils y pensent. Hein. Oui, ils sont là, en 2 semaines, il y a quoi, 577 Non, mais à mon avis, c'est pas depuis 2 semaines qu'ils sont à la préparer. Je pense qu'ils avaient quand même... Enfin là, ils ont pensez pas qu'ils ont pu être à peu près de court? Au mois de mars, Marine Le Pen avait demandé à Jordan Bardella de déjà commencer à préparer un gouvernement. Au mois de mars. Donc ça fait déjà 3 mois. Ils ont déjà, en tout cas, ils avaient envisagé cette possibilité. Sur le terrain. Voilà. Oui. Donc, Alors toi, Jérémy, parce qu'on se tutoie, tu as déjà un peu réfléchi. Tu vois qui parmi les visages qui vont émerger au RN? Tout dépend d'abord de la façon dont le Rassemblement national va vouloir arriver. Est-ce qu'il va vouloir arriver en faisant... Parce qu'il n'y a pas que Jordan Bardella, il y a Sébastien Chenu. Il y a Sébastien Chenu, Chenu, il y a Jean-Philippe Tanguy. Après, voilà la façon dont le Rassemblement national va arriver au gouvernement. Voilà. Est-ce qu'il le fera avec l'appui de Reconquête ou pas? Est-ce que ça va être très compliqué, à mon avis, mais il y a des têtes. L'appel à l'union des droites de Mario Maréchal, vous pensez que ça va être entendu au RN ou pas? Écoutez, Sébastien Chenu a dit que lui, il n'y aurait pas d'accord d'appareil, mais ça ne veut pas dire pas d'accord de personne. Et je peux vous assurer que si demain, le Rassemblement national est en capacité d'avoir un gouvernement, il prendra certainement... Ça vous a choqué que Mario Maréchal rencontre Jordan Bardella et Marine Le Pen Non, moi, ça ne me choque pas, parce qu'à un moment donné, il faut se rassembler. C'est-à-dire que pour le bien commun... Enfin, les membres de Reconquête. Non, mais c'est une trahison peut-être vécue comme telle pour Éric Zemmour, mais en revanche, si demain, ils sont au gouvernement, il va falloir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à la fois la conception idéologique de Reconquête et la force du Rassemblement national en nombre se mettent ensemble pour pouvoir gouverner. Sinon, ça va être compliqué. Marine Le Pen ne veut pas du tout. Elle veut bien entendu, discuter avec sa nièce, qui est en train de pulvériser Reconquête. Elle ne veut pas travailler avec Zemmour, elle veut le tuer. C'est ça le problème. Non, mais elle n'aura pas le choix. Moi, je voudrais une chose. Tous, c'est très bien qui va rencontrer qui va embrasser qui. Vous pensez que Marine Le Pen veut tuer Éric Zemmour? Je m'en fous. Vous savez ce qui m'intéresse? C'est les Français, les agriculteurs qui se suicident 2 fois par mois, les mecs à 800 €, les gens qui ont souffert du Covid, les soignants suspendus, les gens du rechangement climatique. Est-ce que les Français qui vont aller ou pas, parce que c'est vraiment leur truc, à partir du moment où ils sont en ce moment, avec ce qu'ils ont eu, je parle d'une partie des Français, je parle des mecs, parce qu'on dit toujours, je parle des 40% de Français qui vivent avec moins de 2 000 € par mois, 40%, ils sont... Non. Est-ce qu'ils vont aller voter ou ils s'en foutent? Est-ce qu'ils vont aller dire, on en a marre, on n'en peut plus par rapport à tout un ensemble de choses ou pas? C'est ça le problème, c'est qu'eux qui vont décider. Combien de gens vont aller aux urnes? Je pense beaucoup. On a eu une surprise de participation pour ces européennes. Je pense qu'on aura un énorme taux de participation à ces législatives parce que les gens en ont ras-le-bol et qu'ils n'ont l'impression de ne pas être entendus, qu'on n'a pas eu de campagne présidentielle. C'est un très gros risque d'après vous. Oui, c'est pour ça que je dis que ça va se retourner contre lui. Parce que je rappelle quand même qu'en 2022, il n'y a pas eu de campagne présidentielle. La campagne présidentielle en 2022 a été happée par les questions internationales et la guerre en Ukraine, si bien qu'en fait, depuis 2017, on n'a pas demandé une seule fois l'avis aux Français sur quoi que ce soit. Et puis les législatives suivaient les présidentielles. À chaque fois. Donc du coup, à chaque fois, c'était biaisé. Là, on a en fait, pour la première fois depuis que Macron est arrivé, la possibilité mise à l'épreuve pendant 2 ans et demi. Voilà, une mise à l'épreuve. Et donc du coup, je pense qu'il y aura une mobilisation historique, exactement comme il y a eu pour ces européennes. Merci, Monsieur Macron. Merci, Monsieur Macron. Et on ne peut pas voter... On verra. Et jusqu'à maintenant, les gens ont voté contre Sarkozy pour Hollande, contre Hollande pour Macron qui est sorti du bois au dernier moment. Donc là, ça va être une participation exceptionnelle et les gens ne se laisseront pas voler la victoire. Ils voteront pas contre. Et deuxièmement, les gens qui votent aujourd'hui, ils iront de plus en plus voter parce que c'est leur avenir qu'en dépend. Je préférerais que les gens se révoltent plutôt qu'ils ne votent. Mais non, mais la révolte... Mais ne souhaitez pas la guerre civile, non, la révolte, on l'a fait avec le bulletin de vote, point terminé, en démocratie. Les gens aujourd'hui, ils votent. Ceux qui votent pas, c'est une grosse erreur. Ça, il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de voter. C'est pas au moins respecter ça. Mais la révolte populaire va se retourner contre vous exactement comme les Gilets jaunes. C'est-à-dire que le problème de souhaiter à chaque fois la révolution populaire, ça finit toujours par se retourner contre vous parce que l'État va utiliser des moyens pour discréditer cette révolte et finalement vous allez rentrer chez vous et tout continuera comme avant. Donc je suis désolé, à un moment donné, dire à chaque fois il faut des révoltes pour sortir, à chaque fois ça fait flop. Il n'y aura pas de révolution. Il n'y aura pas de révolution. Il y a un président qui avait dit les Français sont des veaux.
Vous le connaissez bien, puisque c'est. On ne cesse votre pas de ami. voter, on ne cesse pas de s'effondrer. Ah oui, mais. Allez, on arrive au terme Mon de ami cette en émission. question, je vous signale qu'il est arrivé au pouvoir 2 fois par des coups d'État. Je préférerais même d'ailleurs un coup d'État. Le 18 juin, c'était un coup d'État. Et en mai 58, c'était aussi un coup d'État. Ah là, la De Gaulle n'est dissolution, jamais ça va faire- arrivé à quoi que ce soit par les élections. Non, mais là, la dissolution, ça va faire l'écho d'un coup d'État, hein, que vous le vouliez ou non. Ah ouais, C'est un c'est coup ça. d'État. Sauf Ça, qu'il est c'est- dans les urnes. Voilà. Ce Voilà. coup d'État, ce qui est quand même un peu C'est ce qui mieux. est, J'en ce crois qui est rien mieux du pour tout. une démocratie. Vous êtes bien naïf. Chers amis, On est jeunes, on vous monsieur- mettra pas vous êtes un peu d'accord, jeune, mais oui. c'est la particularité de Bistro Liberté. Merci en tout cas. On va terminer avec des dessins d'Ignace. Alors tout d'abord, constat d'échec pour Macron. Je n'ai pas réussi à garder en France Mbappé. On peut applaudir bien fort Ignace. Comment retrouver les commandes en déclarant la guerre à Poutine avec Macron en Napoléon? Le Pen serait-il prêt à gouverner à son âge? La France est dans un bien pire état que le mien. Il est pour vous, Franck, celui-là, je suppose. Des invasions de sauterelles si le RN arrivait au pouvoir par rapport à l'immigration invasive. Ce serait un moindre mal. Voilà pour toi, mon cher. Alors, voilà, donc ça c'était pour les caricatures un petit peu en ligne. Et puis alors, il y a une particularité dans cette émission, c'est que, c'est d'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez un portrait, d'ailleurs j'en profite, on va le mettre à l'antenne, un portrait ou une caricature, vous pouvez commander sur le site d'Ignace, donc designace.com, on va l'afficher à l'écran. Donc voilà, en ligne, il peut vous faire ses caricatures. Et donc en live, il a fait celle de nos sociétaires aujourd'hui. Tout d'abord, Jérémy, voilà, un beau Jérémy, on peut l'applaudir bien fort. Alors, il y a, ça je vais le garder pour la fin, Niche ta mère, si quand même, on peut regarder, il est très ressemblant, on va le mettre à côté, voilà, regardez. Voilà, il est pour toi. Alors là, malheureusement pour Jean qui est parti, il avait sa caricature Jean aussi, est très Jean ressemblant. Messia. Franck, je te laisse merci. la lui donner. Et puis alors, il y en a deux dernières. Je reconnais Paul-Marie Couteau, voilà, on peut la mettre bien fort. Et enfin, bien sûr, c'est Franck Kéré, le Voilà. nouveau sociétaire d'un jour, voilà, on peut le mettre à côté de toi, mets-le à côté de ton visage, voilà. Merci à tous. Allez, le mot de la fin pour toi, mon cher quand même André. Donc vous vous connaissiez, donc je vois que vous êtes un peu comme les Muppet Show, là, Oui, vous mais avez on déjà adore. bossé Non, ensemble. Muppet Show. Non. D'abord, Paul-Marie vous n'êtes est pas un beaucoup à avoir excellent fait la guerre On se de connaît 14, depuis hein, 1932. Voilà, c'est ça. On se connaît depuis 1932. C'est-à-dire que très sincèrement, je vais vous dire, Ouais. j'étais dans les tranchées à Verdun, j'ai perdu une jambe et Paul-Marie était dans le service d'infirmerie, il me l'a recousu. Et nous avons écrit ensemble un livre qui restera dans les annales, thèse, antithèse, prothèse. Ah bah voilà. Allez, on va terminer donc par remercier cette émission, par remercier toute l'équipe de Bistro Liberté. Ils étaient très nombreux comme à chaque fois. Tout d'abord à la réalisation, Raphaël, on l'applaudit bien fort et on le remercie. Au son, très important, le son, Pierre, on peut l'applaudir bien fort également, qui a dû, je pense, relever un petit peu la voix de Monsieur Couteau. Et au cadre, donc derrière toutes les caméras, là, ils étaient 3 ce soir. Maxime, on peut l'applaudir bien fort. Lilian, ainsi que Charles, que je reconnais derrière. À la production également, Martial, Arnaud, bien sûr, Arnaud qu'on applaudit bien fort. Et Marine, merci beaucoup Marine. Et puis celui sans qui, évidemment, ces ouvertures de bouteilles ne seraient pas les mêmes à chaque Bistro Liberté, c'est Charles Mathieu. Voilà. Il a son fan club. Et enfin, on remercie encore une fois, comme à chaque fois, le public d'avoir été toujours aussi actif et présent. Je le disais encore une fois, on nous prie de nous excuser auprès des 4 intervenants qui devaient participer à l'émission donc consacrée au Proche-Orient, donc à ce fameux grand débat, donc Israël-Palestine, le débat impossible. On avait prévu de l'organiser, puis 4 heures seulement avant l'organisation de cette émission, eh bien on a tout annulé. Un complot. Mais ça n'est, voilà, encore un complot. un complot. Voilà, donc ce ne sera que partie remise. On se retrouve dans 15 jours dans un nouveau Bistro Liberté. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout votez dans 2 semaines, 3 semaines. Bye bye.